s'il accepte d'être le secrétaire de séance. Donc, nous avons 12 délibérations. Allez, je te laisse démarrer. Tu as la liste? C'est moi qui Carl. Ah, si, pardon. Je sais pas, c'est là-bas que ça se passe, pardon. Donc, secrétaire de séance, Jean-Marie Lapie. Monsieur Charles Daillot. Présent. Monsieur Hervé Bayard. Non. Madame Marie-Christine Bourdieu. Monsieur Farid Débat. Madame Eliane Tarteiro. Madame Catherine Piquet, absente dans le pouvoir, Monsieur Christophe Fourcade. Monsieur Gilles Chauvert, absent dans le pouvoir à Madame Marie-Christine Bourdieu. Madame Geneviève Darieux-Sec, absente dans le pouvoir à Madame Eliane Tarteiro. Monsieur Jean-Marie Badi, présent. Madame Chantal Blancheloup. Madame Janine Lamaison. Monsieur Bruno Rouffia, absent dans le pouvoir à Madame Janine Lamaison. Madame Pascal Horry, absente dans le pouvoir à Monsieur Jean-Marie Badi. Monsieur Philippe Hérault. Présent. Madame Marina Bancor. Présente. Madame Marie-Christine Rambat. Présent. Monsieur Pierre Merlet-Bonan. Monsieur Jean-Jacques Porto. Présent. Madame Nathalie Gass. Présent. Madame Marie-Pierre Gazot. Présent. Monsieur Hicham Damsika. Madame Claudie Brec. Présente. Monsieur Philippe de Marnix, absent dans le pouvoir, Madame Claudie Brec. Monsieur Christophe Courtal. Présent. Monsieur Mathieu Harra, absent dans le pouvoir, à Marie-Pierre Gazon. Monsieur Baptiste Capdeville, absent dans le pouvoir, à Madame Nathalie Gass. Madame Delphine Leblanc, absente dans le pouvoir, Monsieur Hervé Bayard. Madame Nathalie Garcia. Monsieur Jean-Baptiste Savary. Présent. Madame Céline Pio, absente dans le pouvoir à Madame Françoise de Cavanier. Monsieur Alain Maché. Présent. Madame Françoise de Cavanier. Présent. Monsieur Frédéric Duquin. Présent. Madame Françoise Latrave. Présent. Madame Marie Lafayette. Merci, Jean-Marie Lapie. Donc, je le disais, nous avons 12 délibérations. Je voudrais simplement dire un petit mot en cette journée du 8 mars, une journée d'action, de sensibilisation, de mobilisation et de lutte pour les droits des femmes. Ça s'atteint qu'une seule journée suffit, il faudrait que ça doit être tous les jours de la vie. Voilà, simplement qu'on puisse les différentes manifestations qui ont lieu, bien évidemment, s'y associent. Moi, pour ma part, j'ai une pensée très forte pour les femmes qui m'entourent. Je suis assez entouré de femmes, en fait. Et pour celles qui travaillent dans mon service, il y a un petit reportage qui a été fait, et je voudrais tourner vers celles qui travaillent dans mon service, dans la collectivité. On a parfois un stéréotype avec l'emploi féminin, c'est plutôt dans les écoles et dans le médico-social. En fait, on s'aperçoit qu'on a aussi des femmes qui font un excellent travail dans tous les services de la ville, de l'agglomération, des budgets annexes. Donc, je voudrais en profiter symboliquement pour les remercier, même si c'est tous les jours qu'il faut le faire. Et puis, l'actualité aussi nous ramène à une actualité triste, et on peut aussi avoir une pensée pour des femmes qui, aujourd'hui, souffrent de la guerre. Voilà, on a tous une responsabilité à titre personnel, en tant qu'élu, en tant qu'employeur, pour sensibiliser dès le plus jeune âge, bien évidemment, mais aussi une responsabilité d'employeur, une responsabilité sociétale, dans le sport, dans la culture, pour véhiculer ces messages de sensibilisation et de lutte pour le droit des femmes. Je voudrais, sans transition aucune, vous questionner sur le procès verbal de la séance du 20 janvier et sur les décisions que j'ai été amené à prendre entre le 4 janvier et le 2 février. Est-ce qu'il y a des choses sur le procès verbal sur lesquelles on revient ou qui auraient été mal retranscrites? S'il n'y a pas de remarques, je propose de l'adopter. Et en ce qui concerne les décisions, est-ce qu'il y a des compléments d'information que vous souhaitiez soulever sur quelques décisions qui travaillent? Il y a beaucoup d'achats de concessions militaires. Pas de remarques particulières, donc je considère que le procès verbal et que les décisions sont adoptées et que les décisions ont été
vous en avez pris connaissance. Alors, je vais, sans transition, passer la parole à Christophe Fourcade. Il s'agit d'un conseil municipal important, puisqu'il préfigure ce que sera la présentation du budget prochainement. Donc, il s'agit de débattre ici des orientations budgétaires. Une présentation vous êtes faite en synthèse, on ne va pas reprendre tout le document par Christophe Fourcade, peut-être en passant un tout petit peu plus de temps sur la partie véritablement qui concerne les aspects locaux. Et suite à ça, je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre pour débattre de ces orientations budgétaires. Ce moment-là est un moment quand même important parce qu'il permet, les choses ne sont pas écrites et sous presse. Elles le seront prochainement, mais il est bien évidemment encore temps de pouvoir débattre et d'amener des impulsions, des propositions, des préconisations. Tout n'est pas forcément retenu, mais c'est à ce moment-là qu'on peut débattre. Voilà. Christophe Fourcade. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, je vous ai proposé ce soir de débattre sur les orientations budgétaires que nous prévoyons pour cette année 2022 et qui pourront servir de base à la construction du budget primitif. Vous avez tous été destinataires du document de présentation qui retrace les différents éléments, à la fois macro et microéconomiques, mais qui fait aussi état du passé au travers des différentes lois de finances et des contextes économiques antérieurs qui ont conduit à notre situation actuelle et nous amènent aujourd'hui à envisager l'avenir de notre territoire tout en prenant en compte les contraintes financières, économiques, nationales ou internationales, comme cela est d'actualité sportive. Le DOB est aussi un moyen pour éclairer les élus sur les futurs projets et les orientations à venir. Ce document a cependant été réalisé avant le début de la crise ukrainienne et à cet instant, il est difficile de mesurer l'étendue des impacts que cela aura sur notre collectivité, même si une hausse significative du coût de l'énergie a été anticipée dans notre budget de fonctionnement. Le budget 2022 s'inscrit dans une projection de reprise économique nationale initialement prévue de 4%, mais les incertitudes ne doivent pas empêcher notre commune de préparer l'avenir, et cela s'est fait au travers des démarches structurantes que vous avez pu voir page 2, à savoir le pacte de gouvernance, le projet de territoire, le plan climat, le pacte de solidarité financier, le conseil de développement et les projets Action Cœur de Ville. Donc je passe donc sur le contexte et les perspectives économiques de 2022, en public hypothétique, mais qui, compte tenu de l'amélioration de 2021, nous a permis de retrouver un niveau avant pandémie, que ce soit au niveau du marché de l'emploi, ou au niveau des résultats des entreprises, en grande partie grâce aux mesures mises en place par le gouvernement avec le chômage partiel et PGE. Ce sont des éléments que vous retrouvez dans le document des pages 7 à 10. Concernant les mesures de la loi de finances 2022, la fin du quoi qu'il en coûte du Covid ne devrait pas trop impacter les comptes des collectivités cette année, puisque les dotations de l'État sont stabilisées et le programme DSIL reconduit pour 350 millions d'euros. À partir de la page 14, vous pouvez retrouver la rétrospective du budget communal de 2016 à 2021, année marquée par une augmentation significative des recettes de fonctionnement, en particulier sur deux chapitres, les ressources fiscales et les produits exceptionnels. Les ressources fiscales pour 1 million sont essentiellement dues à l'augmentation des droits de mutation à hauteur de 400 000 euros, synonyme d'un dynamisme des transactions immobilières sur la ville, et ensuite la majoration des bases qui a entraîné l'augmentation des impôts directs pour 600 000 euros. L'autre variation importante provient des produits exceptionnels. En effet, nous avons bénéficié cette année de 3 ressources supplémentaires, à savoir la vente d'un terrain à Scalande pour 1 million, la reprise de la subvention du cinéma pour 1,5 million, et enfin la compensation partielle pour perte de recettes et de dépenses imprévues liées à la crise sanitaire pour environ 960 000 euros qui nous a été octroyée par l'État.
À noter que la règle de prudence nous oblige aujourd'hui à provisionner à 100% la reprise de la subvention que vous trouverez dans les dépenses de fonctionnement en DAP, dotation d'amortissement et aux provisions pour 1,5 million. Sur ce même tableau, page 14, vous pouvez constater un excédent de fonctionnement de 5,2 millions entre les dépenses et les recettes réalisées, qui, compte tenu du résultat de fonctionnement reporté et des opérations d'ordre, nous permet d'arriver à un résultat 2021 correspondant à un excédent de fonctionnement de 3,9 millions. Cet excédent s'expliquant par les trois produits exceptionnels que l'on vient de voir. Vous avez pu remarquer également que les recettes de fonctionnement sont étroitement liées à nos recettes fiscales. Et même si nous n'avons pas augmenté le taux en 2020, il y a eu un effet de base qui, cumulé avec une légère augmentation de la population, fait augmenter significativement nos recettes. Vous avez pu noter, page 16, que nos orientations budgétaires nous laissent penser que nous sommes en capacité de vous présenter une nouvelle fois un budget 2022 sans augmentation de fiscalité. Cela nous amène encore une fois à vous faire remarquer la faiblesse de notre potentiel fiscal par rapport aux communes de notre strate et l'insuffisante richesse fiscale de notre commune, puisque le potentiel fiscal fait apparaître un manque à gagner théorique de 8 millions. Vous avez pu lire après, dans les pages suivantes, un état sur les ressources humaines de la commune et constater que les charges de personnel représentent sur notre territoire 337 € par habitant au lieu de 764 pour la même strate, ce qui s'explique par une forte intégration de notre agglomération. Les effectifs, eux, sont stables avec 289 agents, toujours majoritairement, près de 80% représentés par des hommes, et à 70% dans la filière technique, également surreprésentés par des agents titulaires de la catégorie C, qui représentent 86% des emplois. On remarquera une stabilité dans la pyramide des âges, mais une proportion grandissante des agents de plus de 45 ans. À noter qu'il est prévu cette année, sur 2022, une quinzaine de départs en retraite. En termes de perspective RH, nous avons anticipé dans le budget de fonctionnement les évolutions qui vont lourdement impacter le budget, ainsi la revalorisation des crises indiciaires, la revalorisation des agents de la catégorie C et le GVT pour une somme estimée à 150 000 €. Nous avons sur ce budget 2022 également le RIFSEP en année pleine. Et les objectifs qui ont amené à la mise en place de ce RIFSEP, à savoir réduire les inégalités femmes-hommes, réduire les écarts entre les filières et revaloriser prioritairement les plus bas salaires. À partir de la page 24 et les suivantes, nous était détaillée la situation de notre épargne et des investissements. Le taux d'épargne de 2021 s'améliore à 13,34% et en termes d'investissement, sur les 14 millions de dépenses prévues, 6,4 millions ont été réalisés, soit 45%, et il y a 4 millions en reste à réaliser. Cela s'explique par le retard pris en 2021 dans certains programmes et par les dépenses engagées et les programmes non terminés. Nous avons maintenu en 2021 sur le budget ville un niveau d'investissement de l'ordre de 6 millions d'euros, en augmentation. Les principaux investissements se trouvent dans le cadre du développement de la ville, avec 2,8 millions pour l'île aux Lolons, 2 millions pour l'île aux Lolons, le cadre de vie et la voirie. En matière de dette, vous aurez noté que, comme en 2020, aucun emprunt n'a été mobilisé en 2021, même si nous avons contracté 2 emprunts pour 4,5 millions en fin d'année, notre trésorerie nous permettant de faire face aux échéances et nous ne les mobiliserons que lorsque les projets seront engagés. C'est donc aussi pour cela que les chiffres de 2021 font apparaître de bons ratios en termes de capacité de débloquement, mais la capacité réelle reste stable à environ 10 ans. La dette globale de la ville du budget, la dette globale d'un montant de
approximative de 40 millions, est à 70% sur le budget de la ville. Elle est sécurisée avec un risque d'exposition aux variations de taux très faibles et un taux moyen à 3,13%. Concernant maintenant les prospectives des équilibres financiers, à partir de la page 29, sur la période pluriannuelle de 3 ans, en termes de fonctionnement, nous continuerons à faire des efforts et tout est mis en œuvre pour améliorer la situation, mais rien n'est acquis et il nous faut continuer sur cette voie. Cela nous permettra de maintenir notre autofinancement positif, un taux d'épargne aux environs de 10% et une capacité de désendettement inférieure à 12 ans. Pour cela, nous maintenons nos efforts pour optimiser notre fonctionnement en maîtrisant nos dépenses tout en soutenant l'investissement. Vous avez pu ensuite consulter un tableau consolidé des budgets villes et annexes, budget annexe. Il s'agit d'une projection basée sur le principe de prudence, mais qui intègre encore pour 2022 une partie du FPIC dont nous avons pu bénéficier en 2021. Cette projection permet de poursuivre les principaux indicateurs comme l'épargne nette, mais qui devra être ajustée chaque année au regard du réalisé et également veiller à ne pas avoir une augmentation plus rapide des dépenses que des recettes de fonctionnement. Nous y avons impacté la forte hausse des coûts de l'énergie et les effets mécaniques de l'exceptionnel de 2021 qui disparaissent en 2022. Nous aurons une surveillance toute particulière sur le FPIC et sur le durcissement ou pas des aides de l'État aux communes avec le plan de fin de relance. Excusez-moi, avec la fin du plan de relance. Et les incertitudes difficiles à anticiper et à appréhender, tels les impacts et les coûts de la crise actuelle sur nos dépenses. Cette projection ne tient pas compte de l'optimisation des recettes que nous pourrions obtenir, telles les reprises des subventions accordées ou les subventions sur le musée qui aujourd'hui sont projetées de façon minimaliste et qui permettraient donc de diminuer nos emprunts pour maintenir un désendettement dans la fourchette de 11 à 12 ans. Enfin, la dernière partie retrace les grandes orientations dont nous pouvons débattre ce soir pour le budget 2022. En termes de fonctionnement, nous avons intégré un réenchérissement des matières premières avec une hausse de 40% des dépenses d'énergie. Et c'est là que nous pourrons voir si les décisions prises antérieurement avec la modernisation de l'éclairage public, le contrat avec le SIDEC sur les économies d'énergie, atténueront, nous l'espérons, le surcoût énergétique prévisible. En termes RH, comme nous l'avons déjà évoqué, nous prévoyons la revalorisation des catégories C. Il faut se garder en tête que les risques inflationnistes auront aussi des conséquences sur les besoins de revalorisation salariale. Nous intégrons également, en fin d'année, le RIF7, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sera en année pleine. Cela se traduira par une évolution des dépenses de personnel de l'ordre de 3%. Les charges financières resteront stables, voire en diminution, du fait des non-mobilisations d'emprunts en 2020 et 2021. En matière de solidarité, d'accompagnement social et médico-social de nos administrés, nous maintenons nos soutiens aux CCAS et aux associations montoises. En matière de recettes de fonctionnement, sur la partie fiscale, nous intégrons l'actualisation des bases de taux avec une augmentation d'environ 3,3%, mais qui n'est pas de notre ressort. Enfin, la DGF, quant à elle, restera stable. En termes d'investissement, nous avons des dépenses d'équipement qui restent très largement subventionnées par les différents dispositifs de l'État, DSIL, plan de relance, et nous poursuivons les projets prioritaires du mandat, à savoir l'action cœur de ville, avec la végétalisation de l'îlot Lelon et la poursuite de l'opération des ravalements de façade, la poursuite des travaux
en vue d'améliorer la performance énergétique de nos équipements, la sécurisation du centre-ville et des quartiers avec le développement de la vidéoprotection, la poursuite des travaux en matière de voirie avec les enfouissements de réseau, le fonds de concours de la ville à la Vert Aglo et le début des travaux sur l'avenue de Stavre avec la première tranche sur l'avenue de Farbos. Au niveau des équipements sportifs, la construction du vélodrome du Harbaud, et enfin, en matière culturelle, la participation aux travaux du Café Musique, le début des études pour le musée et le début des travaux de la Maison des Traditions. Voilà, Monsieur le maire, ce que je souhaitais préciser sur ce DOV. Merci Christophe Fourcade. Débat d'orientation budgétaire, comme son nom l'indique, l'idée c'est de débattre. Est-ce qu'il y a des prises de parole et des commentaires par rapport à ce que vous avez vu là? Est-ce qu'il y a souhaitez vous exprimer? Ça va, oui, c'est Paché. Oui, merci Monsieur le maire. Évidemment, comme vous l'avez indiqué, c'est un débat, donc nous avons aussi donné notre point de vue. Et on sait que les marges de manœuvre sont faibles, cela apparaît très clairement dans le document. On a quand même des projections qui nous incitent à la plus grande prudence, notamment sur la capacité de désendettement. Donc, nous en avions discuté, on en avait parlé effectivement lors de la commission des finances, mais soyons prudents parce que nous avons quand même, dans les chiffres que vous nous présentez, des ratios ou des chiffres qui peuvent malgré tout un peu nous inquiéter. Ils peuvent nous inquiéter d'autant plus que, vous l'avez précisé, M. Fourcade, le débat d'orientation budgétaire a essayé d'anticiper les désagréments et les conséquences qui seront importantes de la crise ukrainienne. Et là, je pense ici bien sûr au prix des matières premières ainsi que donc, du gaz, du pétrole et de toutes ces choses-là, qui auront donc des incidences non seulement du côté des agents, en ce qui concerne les prix à la consommation et les prix à pompe, mais également pour l'administration. Et là, on sait que sur les prix, sur les tarifs du chauffage, voire même de l'électricité, il peut y avoir des choses assez inattendues qu'il nous faut malgré tout anticiper. Donc ça veut dire qu'on est face à un budget qui est aujourd'hui, malgré tout, des perspectives qui sont fragiles, avec des conséquences qui sont encore inconnues. Donc ça signifie qu'effectivement pour vous, l'exercice n'est pas aisé, je le conçois, nous le concevons, mais pour autant, il faut anticiper du mieux que nous pouvons. Alors, vous l'avez dit, il y aura une hausse des dépenses de personnel, donc de l'ordre de 2,5% dans le document, donc 3%, vous l'aviez dit, M. Fourcade. Ça paraît quand même assez juste, assez faible au regard des reclassements indiciaires de la catégorie C et d'éventuellement une hausse des salaires pour la catégorie C. Soyons prudents, hein, nous l'avions dit également pour l'agglomération, ce qui est vrai à l'agglomération est vrai ici, puisque ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Et il faut surtout voir que nous avons ici à Mont-de-Marsan, on en a parlé au conseil communautaire, notre groupe souhaite le redire ici, nous avons les moyens d'anticiper l'avenir. On en parle suffisamment, c'est le dada de Alain, et c'est un dada que nous partageons, j'en ai parlé mardi dernier. Nous avons une ressource qui s'appelle la géothermie. On sait pertinemment que les investissements liés à la géothermie sont extrêmement coûteux. Là-dessus, on est d'accord, on partage cette vision des choses. Lorsque dans le document que vous nous avez, dans les documents que vous nous avez transmis pour faire ce débat d'orientation budgétaire, on constate que sur la partie géothermie, les investissements se sont arrêtés peu ou prou en 2015-2016. On a une baisse continue des investissements qui sont faits. Nous considérons que c'est peut-être, et c'est certainement aujourd'hui le meilleur moment pour relancer une réflexion sur le développement de la géothermie. Parce que plus nous développerons ce réseau, plus de toute façon le tarif qui sera pratiqué pour les bénéficiaires de la géothermie pourront être lissés, baissés, vous l'espérez, mais au moins lissés. Et nous savons aujourd'hui que d'autres structures comme l'hôpital ou la base ont fait d'autres choix. Certains choix qui ont été faits sont vertueux, puisqu'on est sur des énergies qui peuvent être renouvelables, mais il y a aussi des choix qui ont été faits, notamment de passer sur du gaz de ville, parce que l'abonnement était moins cher, sauf qu'aujourd'hui, malgré tout, l'histoire nous rattrape, et on sait que aujourd'hui, se raccorder en gaz pour chauffer, nous sommes le 8 mars 2022, ça ne me paraît plus être une option forcément tout à fait rationnelle. Et donc dans ce cadre-là, nous souhaitons, cette année comme l'année précédente, comme l'année d'avant, attirer le regard sur la ressource que nous avons ici à Mont-de-Marsan, qui est la géothermie.
Essayons d'anticiper l'avenir. On sait que les énergies fossiles vont se raréfier, ou si elles ne se raréfient pas, de toute façon, leur extraction sera de plus en plus chère. Je pense ici au pétrole. Quant au gaz, nous sommes totalement dépendants des ressources et des contrats et des tarifs qui sont pratiqués par des pays auprès desquels nous pourrions importer cette ressource-là. Donc ça signifie que pour une ville comme Mont-de-Marsan, nous bénéficions d'une possibilité d'avoir, ou en tout cas d'envisager à moyen long terme, une petite indépendance énergétique. Ça ne couvrira peut-être pas tous les besoins de la municipalité. On ne pourra pas raccorder peut-être tous les bâtiments publics et voire même, je ne sais pas, peut-être soyons fous des privés, ce qui est déjà en partie le cas pour certains immeubles résidentiels. Mais donnons-nous les moyens au moins de faire bénéficier aux Montois, de faire bénéficier à certaines administrations de cette ressource. Je sais que nous savons que les investissements sont très lourds, je le dis, je le rappelle, mais enfin, je crois qu'aujourd'hui plus que jamais, la réflexion doit être lancée sur le sujet. Donc c'était une des interventions que nous souhaitions faire, vraiment, puisque nous sommes, vous le savez, attachés aussi à faire des propositions. Nous en avons fait mardi dernier à l'agglomération, nous espérons qu'elles seront entendues, mais cela ne nous empêche pas ici aussi, lors de ce débat d'orientation budgétaire à la mairie, de vous reparler de cette compétence qu'est la géothermie, puisque contrairement à l'assainissement et à l'eau potable, c'est une compétence qui est restée municipale. Donc cela signifie que ce sera géré ou porté par le budget municipal. Donc voilà, nous souhaitons vraiment appuyer là-dessus, rappeler, comme nous l'avons dit mardi dernier également, que cette géothermie elle peut être valorisable, et c'est déjà en cours, puisque il y a un appel à projet qui a été lancé, y compris pour chauffer, pourquoi pas des serres, donc y compris pour une alimentation locale. On a eu le débat, je ne vais pas le refaire ici. Mais voilà, il nous semble important, dans un cadre de proposition, on va essayer d'être suffisamment light sur les critiques, vous les connaissez. Pour nous, les évolutions des dépenses de personnel sont trop faibles. Il faut faire attention à la capacité de désendettement, attention à ne pas trop s'endetter. Et je terminerai sur le sujet de la géothermie en disant aussi, et on en a parlé, Hervé et Christophe Lourcade, Hervé Loyal et Christophe Lourcade le savent, sur la solution technique du chauffage du musée, du futur musée de Mont-de-Marsan, musée pour lequel nous avons apporté notre soutien plein et entier lors du vote, et nous continuerons à soutenir ce projet. Pourquoi pas aussi réfléchir à une solution alternative en termes de chauffage que le gaz. Alors, ça peut ne pas être la géothermie, ça peut aussi être des pompes à chaleur. Il faut voir ce qu'il est possible de faire. Là, essayons d'étudier ce qu'il est possible de faire. Mais tout ça pour vous dire que, vu le contexte du jour, nous sommes le 8 mars, essayons de diversifier nos ressources énergétiques pour ne pas nous rendre demain totalement dépendants et sous la coupe des variations tarifaires qui pourraient être appliquées. On est terminé, je vous remercie. Bien, je vais essayer de ne pas revenir sur ce que nous a dit Jean-Baptiste Savary, comme vous le doutez, je les partage pleinement, mais travailler à la préparation d'un budget, soit-il celui de 2022, dans la situation que nous connaissons, demande à effectivement peut-être travailler à approfondir d'autres choix que ceux qui nous sont proposés. Parce que tant la situation liée au Covid, que tant la situation liée avec les événements qui se passent à quelques kilomètres de notre pays doivent nous permettre de réfléchir à prendre d'autres orientations. Et avant de venir à ces autres orientations, il nous faut aussi rappeler que les décisions qui ont été prises ces dernières années, et moi je n'en fais pas mystère, par les gouvernements successifs qui se sont succédés au niveau de notre pays, doivent nous faire également réfléchir. Je vais prendre un seul aspect, la réforme sur la taxe d'habitation. La compensation n'est pas à la hauteur de la suppression de cette taxe d'habitation, puisque devraient être inclus les constructions nouvelles, elles ne le sont pas. Et c'est un vrai problème. Que nous voulions, que nous ne voulions pas, c'est un manque de ressources supplémentaires pour notre collectivité. Le deuxième aspect, et vous y êtes revenu, M. Lourcade, ça a trait à la situation de l'emploi. Quand on gratte les chiffres, ce n'est pas aussi limpide que ce que vous avez présenté. Parce qu'aujourd'hui, et cela est vérifiable,
y compris dans notre ville, y compris dans notre agglomération. Si la pauvreté s'accroît, c'est parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne bénéficient plus d'indemnité chômage, parce qu'elles ont été rayées, parce qu'elles n'ont plus le droit, etc. C'est un réel problème. En ce sens, je pense, et je parle sous le contrôle de la présidente du CCAS et du SIAS, même si on a voté les orientations, la question que je pose, est-ce que les sommes que nous apprêtons à mettre, qui sont au même niveau que les autres années, sont à la hauteur des problématiques que rencontre notre population? Je ne le pense pas, pour deux raisons. D'abord, parce que quand on va voir les associations caritatives, elles sont de plus en plus sollicitées. Elles sont de plus en plus sollicitées, y compris s'arracher les cheveux, y compris pour répondre aux besoins. Et deux, ça pourrait faire sursauter des gens, mais heureusement qu'ils ne sont pas dans notre assemblée, nous allons faire face à la venue de populations qui quittent leur pays. Je pense notamment aux populations frères à l'Ukraine. C'est plusieurs millions de gens qui vont quitter ce pays, et donc nous allons avoir à les accueillir. Je pense, c'est une interpellation que nous vous faisons. D'abord, il aurait été bien que notre collectivité, comme notre collectivité, participe à la solidarité nationale en octroyant une subvention dès ce soir. On peut se laisser quelques semaines, mais que nous prévoyons aussi de pouvoir les accueillir, ces populations. J'espère que si on les accueille, d'abord ça serait un geste fort que nous ferions, et si on les accueille, j'espère que ça ne sera que temporaire, parce qu'il y en a qui pourront rejoindre nombreux leur pays si, et j'espère moi que la paix, elle triomphera. Jean-Baptiste Savary est venu sur les questions de la rémunération. C'est un réel problème, pas que pour notre collectivité, mais pour notre collectivité aussi. Le point d'indice, il continue à être gelé. Alors effectivement, on a mis un régime militaire, on ne va pas revenir, chacun sait ce que nous pensons donc, sur cette question. Je pense qu'il aurait fallu faire deux plus grands efforts. Voilà, deux plus grands efforts. Parce que quand on prend le salaire de démarrage d'un agent de collectivité aujourd'hui, si vous regardez pas clair, c'est parce que le sous du public. On a des vieux qui vont partir, et tant mieux, qui bénéficient de la retraite le plus tôt possible, avant 60 ans s'ils peuvent. Les jeunes qui vont être embauchés, on va des pas corrects. Et avec 1300 € aujourd'hui, quand on sait le coût du loyer, c'est une vraie problème. Je ne développe pas, mais il faut dire que là, nous avons fait des efforts. Une remarque, vous nous avez dit, la dette baisse. Ça, c'est un trompe-l'œil. Il y a une partie de la dette qui a été transférée à l'agglomération il y a quelques temps. Donc, la dette, elle n'a pas baissé globalement, une partie de la dette qui a été transférée. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on a fait des compétences, on peut les partager ou pas les partager, mais voilà, ce sont des réalités. Vous nous avez fait part, Jean-Baptiste ne l'a pas abordé, mais on a qu'un taux de réalisation à 47%. C'est quand même. Voilà, ça peut être un problème pour nous-mêmes, même si ça nous permet d'avoir fait l'écureuil pendant cette année. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je vois dans vos projets, il y a des manques. D'abord, Jean-Baptiste, il a très bien développé la question de la géothermie. Je pense qu'il faut qu'on pense, nos collectivités, mais pas que la nôtre, l'agglomération aussi, à effectivement essayer de travailler à avoir des sources énergétiques qui ne coûtent pas cher. Alors, la géothermie, on peut dire, ça peut nous coûter cher, mais un investissement dans la durée, ça ne coûte pas cher. Et des énergies peut-être nouvelles. Bon, je développe, mais pas qu'ici. Si on couvrait tous les bâtiments publics avec du photovoltaïque, c'est de sacrées économies que nous réaliserions dans le temps. C'est des réalités, ça c'est compris pour moi qui le dis, je ne suis pas assez spécialiste, je ne fais que reprendre parce que après des spécialistes. Et je trouve qu'on ne fait pas assez, même si vous y venez dans vos orientations budgétaires, notamment en parlant de niveau long, alors ce que je ne comprends pas, alors je vous l'ai dit, je vais faire remarquer sur M. le maire
ma façon de faire. Vous dites que vous allez à une consultation démocratique des Montois et des Montoises, très bien, et vous me dites on va vers ça. Ben, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, si vous pouvez nous rassurer, c'est encore mieux, mais bon, ceci dit, je sais que j'ai vu des projets passer dans quelques endroits qui me font penser que déjà les choses sont faites. Donc, si vous me dites que non, tant mieux, ça vous permettra ailleurs de pouvoir amener des précisions, mais je l'ai lu. Donc, je pense qu'on ne fait pas assez sur effectivement l'environnement et le climat. Je pense qu'il nous faudrait, au regard des enjeux qui ont été décuplés par rapport au Covid et par rapport à la guerre, j'ai donc parlé de la pauvreté. Je termine, c'est une interpellation. C'est notamment par rapport à ce qui se passe. Je réinterpelle, je le redis parce qu'elle m'a déjà entendu dire ça, la vice-présidente du CCS et du SIAS. Je pense qu'il y a des problèmes à gérer dans ces divers services. Je pense que si on y consacrait plus d'argent en termes de rémunération, notamment pour certains personnels qui aujourd'hui manifestent leur mécontentement, ça serait bien. Ça veut dire qu'il faut concrètement augmenter la subvention qu'on va donner nous au CCS et la subvention qu'on va donner au SIAS au niveau de l'aglo pour répondre à ces problématiques. Voilà, j'ai essayé de condenser ce que je pensais de ces orientations budgétaires. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Des petits d'autres souhaits de prise de parole. Je vais essayer d'échanger par rapport à ce que j'ai entendu là. Et la parole est complètement libre, donc tout le monde peut s'exprimer. Je voudrais non pas évacuer le problème de la géothermie, c'est pas un problème, c'est une opportunité, vous l'avez noté. Sans rentrer bien sûr sur un sujet qui est éminemment technique, mais qui malgré tout a été parfaitement expliqué, vulgarisé, et je pense que c'est même l'occasion de pouvoir trouver une instance dans laquelle on permet aux équipes de Franck Michaud et Patrice Marmoutin de venir peut-être réexpliquer et encore plus pédagogue par rapport à cette énergie. C'est un sujet qui date de 75, à l'époque c'était pour chercher du pétrole et puis on va trouver de l'eau chaude. C'est mieux. Avec le recul, peut-être pas plus mal. Donc ça a évolué, il y a un système d'exploitation privé, puis la ville a repris le lead dans quelle année, mais voilà, c'est quelque chose qui date pas d'hier. De forage, GMM1, GMM2, je vais assez vite avec des raccordements essentiellement à des gros clients, parce que je crois que vous l'avez un petit peu dit également. Pour que ce soit performant, il faut qu'il y ait aussi un équilibre en termes de raccordement, parce qu'il faut tirer des tuyaux et des raccordements, et ça, il faut aller tout de suite le plus près possible, et sur des bâtiments les plus importants possibles et adaptés, et encore pas tous, puisqu'il y a eu des recherches pour essayer de voir de nouveaux clients, de nouveaux utilisateurs. Et par exemple, je crois que le bâtiment du conseil départemental, le bâtiment de la préfecture ou d'autres bâtiments, il y a eu un peu des échanges entre services dans le but de développer. Et parfois, cette énergie-là n'est pas toujours compatible dans son système d'infrastructure avec des systèmes de bâtiments, de chauffage, avec des radiateurs en fonte, des choses un peu techniques. Je ne rentre pas dans la technique, mais voilà, il est certainement plus facile d'arriver, d'avoir un nouveau gymnase à l'EVA 118 ou un nouveau quartier au Boyardé, quelque chose qui est déjà peut-être techniquement plus facilement raccordable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à aller chercher des clients autour. Dans un périmètre, il y a 5 clients. L'hôpital, la BA 118, gendarmerie, Marie-d'Or. Et j'espère qu'il y a et le nouveau gymnase. Et le tribunal. Et le tribunal. Mais paradoxalement, ils sont tellement performants d'un point de vue relation que c'est pas les plus gros clients. Mais cela dit, tant mieux, on va dans le bon sens. Donc ça, c'est aussi limiter les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, on a 5 clients, 5-6 clients. On a une capacité de raccord. On peut encore utiliser nos 2 forages pour gagner quelques clients. Il peut y avoir des pistes. Du côté d'Hélène Boucher, du côté de l'hôpital Sainte-Anne, il y a ce débat de la maison de retraite, l'hôpital Sainte-Anne, etc. Il peut y avoir des pistes, il y a toujours des pistes à la BS 118 qui sont sans arrêt en développement.
le gymnase, il y a encore un peu de place au Boyardé. Voilà, il y a des pistes, hein, pourquoi pas. On abordait les sujets de légumerie et autres, d'infrastructures. Vous savez qu'il y a du foncier qui appartient un peu à la ville, un peu à l'Ixalique, là, du côté du Perron, là-bas dans une zone, on ne peut pas forcément faire d'habitation, il y a des choses à étudier. Voilà, il peut y avoir des pistes, mais cela dit, ça reste par rapport aux deux forages que nous avons, GM1, GM2, relativement, voilà, on aura vite fait le tour. Donc vous voyez, un autre forage, c'est une autre histoire. Il y a un sujet véritablement pour optimiser cette énergie, et là on peut se rejoindre pour essayer d'abaisser les coûts et d'aller au bout de la démarche, c'est d'utiliser l'eau qui est rejetée entre 25 et 40 degrés, c'est ça. Voilà. Je prends peut-être à quelques degrés près. Donc cette eau-là, sur le GMM2, celui qui est le plus près d'une zone agricole, on a pu l'envoyer, ça a duré 5-6 ans, hein, comme ça, sur un bassin à Beaussiette, à Mazerolles. Voilà. Vous connaissez, derrière l'église de Beaussiette, on a 300 000 m3, un gros bassin qui permet à 3-4 exploitations agricoles bien connues, de pouvoir éviter d'être planté quand c'est le moment des fêtes de la Madeleine, on ne peut plus aller pomper parce que l'étiage de la rivière ne permet plus de le faire. Voilà. C'est plutôt le maïs avec des sols qui ont besoin d'arroser. Donc ça permet à la fois d'utiliser, de réduire la chaleur, de décanter dans ce bassin-là, et puis ensuite de pouvoir permettre aux agriculteurs d'arroser. Ça, c'est la première chose. Sur le GMM1, c'est-à-dire le forage qui, je crois, est pas très loin de Nonnet, en ce moment-là, d'ailleurs sur la route du nouveau gymnase, là c'est un peu différent parce qu'il y a très peu d'exploitations agricoles de l'autre côté de la base, donc envoyer ça dans la forêt, il n'y a pas d'intérêt, donc il y a en effet un appel à projet qui peut durer un certain temps, des réunions ont eu lieu, mais un appel à projet pour utiliser et valoriser cette chaleur ou énergie fatale, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est le résidu non utilisé, puisque je crois qu'elles sont à 65, 60, ça sort à combien 60, voilà, alors elles sont à 60 naturellement, mais une fois utilisée, elle est encore trop chaude pour être rejetée comme ça. Donc cette énergie-là, il y a un appel à projet qui est porté par mon service, l'équipe de M. Marmoutin, pour valoriser notamment cette énergie et pourquoi pas la valoriser sur un site que vous connaissez qui est en face du crématorium. L'ancien site tristement dans du Carré où on avait des populations qui vivaient dans des conditions déplorables et donc ces personnes ont pu être relogées en partenariat avec XL Habitat et aujourd'hui on a ce site-là qui appartient à la mairie, qui est boisé. Qui peut être déboisé, qui peut être valorisé, donc il y a des appels à projet. Aujourd'hui, il est peut-être un peu prématuré comme ça de dire, on peut dire à quel stade on en est, mais je ne peux pas moi donner tout le détail, mais on pourrait le faire peut-être dans des réunions techniques, entre nous, il y a pas de sujet là-dessus. Il y a des candidats qui ont postulé, il y a deux dossiers qui sont sur la ligne de départ. Voilà, un peut-être dans un domaine un peu plus technique, dans un domaine peut-être plus agricole, ou gros. Voilà, c'est des sujets comme ça qui correspondent du poil à ce dont vous avez parlé. On espère bien évidemment que c'est des choses qui peuvent aboutir, elles s'inscrivent quand même dans le temps, mais au-delà d'aller chercher de nouveaux utilisateurs, on peut le faire avec la capacité restante, mais ça ira pas, on fera pas x2 ou x3, on va faire un nouveau forage, là c'est une autre histoire, c'est déjà d'essayer d'utiliser, de valoriser le résidu de chaleur et les rejets de chaleur sur ce sujet. Donc oui, en effet, aussi bien, alors là c'est un sujet municipal, mais on se rejoint à l'eau, on est rattrapé par l'actualité. Ceux qui ont un petit peu rechigné à l'époque, peut-être parce qu'on n'a pas été assez bon et je me mets dans les convaincre de prendre cette énergie-là, commencent à s'en mordre les bras. Je ne parle pas de l'hôpital qui a fait sa chaufferie bois, là c'est une énergie vertueuse et qui est maintenant dans le match au niveau des prix. Mais pour le reste, en effet, quand on voit les notes de gaz et d'électricité qui arrivent, c'est vrai que cette énergie-là, on a cette chance d'être en possession d'une énergie aujourd'hui que bon nombre de structures nous enverraient. Donc il faut l'optimiser. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit par rapport à ça. J'essaie d'élargir un petit peu, de reprendre les éléments que vous avez cités. Moi, j'ai pas envie de faire... de ne voir que le côté positif, tout va bien, les ratios vont mieux, etc. Il y a des ratios qui vont bien, il y en a d'autres qui vont bien parce qu'il y a eu aussi des événements exceptionnels de vente de terrain, de là, on ne va pas se raconter l'histoire. Cela dit, il y a quand même un effort qui est là de
contraindre la capacité de maîtriser cette capacité de désendettement, 12-13 ans, de ne pas faire l'emprunt en 2023, en 2021. Il y a un emprunt inscrit pour 2022, ce qu'on le réalisera complètement, c'est pas forcé. D'essayer de désensibiliser la dette depuis 2014-2015, c'est-à-dire moins de taux variables. Pourtant, il y a encore, par exemple, un taux moyen à 3,13 qui paraît un peu grand, mais c'est peut-être des dettes anciennes qui ne sont pas facilement renégociables. Donc il y a quand même des points, c'est pas de satisfaction, mais il y a des points quand même qui nous laissent espérer qu'il y a des efforts qui peuvent nous conduire à dégager des marges de manœuvre. Des taux d'être prêts malheureusement en 2026, donc en 2026, quelque chose qui s'arrêteront en tout d'un coup des échéances. Si on n'augmente pas le capital restant de l'emprunt, on aura un pic en 2026 avec un peu moins d'échéances. Voilà. On peut parler bien évidemment de la partie RH. Je conçois tout à fait d'ailleurs quand on parlait de pouvoir d'achat, que cette problématique-là est réelle, notamment pour nos agents qui rentrent. Il y a eu cet épisode de l'UFSEP. J'aurais aimé que les partenaires sociaux nous suivent là-dedans. Je n'ai pas réussi à les convaincre. Cela dit, nous voulions le mettre en œuvre pour faire en sorte qu'au moins un certain nombre de catégories C, majoritairement d'ailleurs féminines, c'est comme ça, puissent rapidement, je crois que 50% des agents ont eu au moins 120 € brut par an, c'est jamais assez, mais en fait, multiplié par le nombre, c'est un effort. Donc voilà, on a essayé de mettre ça. Ça, c'est les points, je ne dirais pas positifs, mais les points voilà, qui me laissent quand même pas complètement pessimiste et plutôt optimiste. Après, il y a des risques et il y a des difficultés. Il y a des menaces, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant. Vous en avez un peu parlé. Les matières premières, et notamment les plus-values qu'elles entraînent sur les travaux que l'on a à faire. On a l'exemple du café musique, ce n'est pas uniquement lié aux matières premières, il y a des exigences de certains financeurs pour répondre des ratios d'isolation, des choses comme ça. C'est plutôt l'aglo, on voit bien qu'il y a un bon concours qui a été à des 300 € sur une infrastructure de centre-ville. Mais on n'est pas à l'abri, on sait très bien que voilà, les ouvertures de prix, aujourd'hui, des fois, on a un peu des surprises. Donc ça, pour moi, c'est un point de vigilance qui n'est pas propre à cette collectivité, mais qui, vous l'avez dit, un point de vigilance sur l'énergie, un point de vigilance sur les ressources humaines, sur la partie salariale, bien sûr, sur la partie comment pouvoir attirer et retenir certains talents à des postes incontournables. Tout le monde est important, il y a des postes clés où il faut, c'est un peu... on est un peu en compétition avec d'autres collectivités. Comment aussi tracer les prévisionnels d'emploi et carrière. On a parlé d'une quinzaine de départs à la retraite. On ne remplacera pas tout le monde. Il y a peut-être des métiers qui peuvent glisser, des gens qui faisaient ce travail-là, puis on prend un autre demain, etc. Et tout ça, ça ne se claque pas des doigts la veille au soir. Il faut essayer de se muscler un peu au niveau de notre RH pour anticiper et donner les moyens de faire cette gestion prévisionnelle d'emploi et carrière. Voilà, c'est ces sujets-là qui sont, je n'ai pas dit des difficultés, peut-être pas des risques, des points faibles, mais en tout cas des challenges et des difficultés à surmonter. Voilà, l'impact de l'Ukraine, vous en avez parlé, je ne sais pas comment on peut chiffrer ça. Moi, on a tout de suite réagi dans le sillage de l'association des maires de français, de l'association des maires hollandais, de la protection civile, pour déclencher au moins une opération immédiate, facile, pratico-pratique. Je remercie les équipes, notre DGS et les équipes notamment au CIS et la plateforme sociale, puisqu'on a une interlocutrice qui est Marion Maisonneuve, qui s'est saisie du dossier, qu'on va un petit peu renforcer. Au moment où on se parle, en quelques jours, en 2 jours, c'est 250 contacts téléphoniques, 4 emails, 125 personnes sont venues déposer des dons matériels, 334 sacs de dons particuliers hôpital, 23 foyers de l'agglomération ont proposé un accueil. Donc 23 personnes privées ont proposé un accueil. Bon, je n'ai pas une typologie d'accueil qui a duré, mais voilà, c'est pour vous donner quelques éléments. Ça, c'était encore à hier, donc ça, il y a un effet levier, aussi avec des associations, des structures, le plan de partage qui s'est rapproché un peu de nous également. Il y a plein d'autres structures comme ça qui souhaitent participer à cet effort-là. Il est hors de question que ce soit l'aglo qui centralise ces choses-là, mais qui on peut fluidifier, aider et se mettre ensemble pour être le plus efficace possible. Quant à verser une subvention au moment où on se parle, ce n'est pas quelque chose qui est prévu. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est à exclure. Moi, je suis plutôt
Bien évidemment, je ne suis pas certain que 2 000 ou 5 000 euros changera la donne. Je pense qu'il faut par contre être prêt, notamment dans le parc public, à identifier, et c'est ce qu'on est en train de faire éventuellement dans le logement d'urgence ou le logement vacant, des structures et des choses qui soient capables d'accueillir. Voilà ce que je souhaitais dire par rapport à ce dispositif. Je redis ce que j'ai dit peut-être dans une autre réunion. Nous aurons une réunion, il y a une réunion avec Madame la Préfète du Croix sur le dispositif Ukraine et l'impact que ça peut avoir dans les Landes demain. Voilà, notre DGSI y participe, on en saura un petit peu plus. La communauté ukrainienne dans les Landes n'est pas très nombreuse, 50 personnes identifiées, une toute petite vingtaine sur le territoire, ce qui est quand même... voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent, il y a une coopération entre l'arrivée de réfugiés et une diaspora ou une communauté qui serait présente. Mais bon, en effet, il faut qu'on soit complètement capable de les accueillir. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans les grandes lignes. Je voudrais finir avec 3 choses. Là, on ne parle pas du budget, là, mais le budget, pour moi, il y a 3. Où est-ce qu'on veut aller? 3 marqueurs forts. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat pour les salariés et le pouvoir d'achat pour les citoyens. Pour les salariés, vous l'avez dit, c'est regarder attentivement les revalorisations, notamment sur les impôts catégorisés. C'est regarder aussi la part contractuelle, même si elle est relativement faible, elle est toujours trop importante. 9% des personnes sont contractuelles. On sait très bien que quand on est contractuel, c'est compliqué d'avoir son banquier pour faire un projet. Et pour les citoyens, c'est essayer de contenir la fiscalité. Alors, je le dis, l'année prochaine, les impôts vont augmenter, mais pas sur la décision municipale. Ils augmenteront par le biais des bases, qui sont revalorisées d'à peu près 3%, c'est ce que j'ai lu. Il y aura évidemment des choses qui seront impactées pour la prévention des inondations, la gématique, etc., où là, il faut lever des fonds pour pouvoir se prémunir des épisodes de plus en plus nombreux d'inondations et autres. Mais en ce qui concerne, c'est pour cette raison-là que nous battons. Les marges de manœuvre sont plus existantes à la vie qu'à la VO, mais dans les 2 structures, nous nous battons pour essayer de nous, ne pas en plus, en rajouter une louche sur les taux. D'être aussi soucieux des tarifs des différents services, de ne pas appuyer sur ce bouton-là. Donc le pouvoir d'achat, vous en avez parlé, mais j'allais vous en parler également, la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. On a parlé de géothermie, on a parlé de plan de rénovation, d'économie d'énergie, de performance bâtimentaire et autres. Alors il y a des bâtiments qui sont gérés par la régie ou d'autres par la ville. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il ne faut pas lâcher. De gaspillage, de tous les gaspillages. Je n'ai pas dit qu'on allait réapprendre à éteindre la lumière en sortant d'une salle, mais parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a des petits gestes qui doivent être c'est le moment peut-être de les optimiser. Puis il y a aussi des gestes plus simples. On parle de gaspillage alimentaire, même si c'est plutôt à la qu'on a les cantines centrales. On parle parfois, même si la visio, c'est pas toujours rigolo parce qu'on ne se voit pas et qu'on est dans une culture où on se voit et qu'on se touche presque. Mais il y a des fois où on peut faire un peu de visio et éviter de faire 100 km. On a pris cette habitude-là. Voilà, c'est sur ces choses-là. Travailler aussi sur l'environnement. On a entendu parler d'une maison de l'eau, d'une maison de l'environnement. Donc des sites un peu ressources qui sont un peu à la place quand c'est bandé. De façon à ce que les acteurs qui sensibilisent sur ces sujets-là aient des lieux de ressources, de sensibilisation des plus jeunes, d'ateliers, de permanences, des choses comme ça, et qu'on puisse porter des messages voilà, de sensibilisation de ces sujets-là. Voilà. Et puis le 3e point, donc le pouvoir d'achat, la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Et puis le 3e point, c'est aussi une compétence forte de notre ville, c'est le bien vivre ensemble. Je ne vais pas trop ce mot fourrer, mais en tout cas c'est les liens que nous avons au travers des pratiques associatives, culturelles et sportives. Le musée des traditions, la maison des traditions. On n'appellera peut-être pas ça tradition parce qu'il faut se porter vers la culture. Peut-être on trouvera quelque chose par rapport à la culture locale et l'esprit un peu du Sud. Le musée tout court, on en a parlé, le café musique, même si c'est communautaire, la mairie a mis son poids, maintenir l'effort pour les associations. Et puis pour le sport, vous savez qu'il y a des sujets autour du cyclisme et du tennis. Donc voilà, c'est ces sujets-là, pouvoir d'achat, maîtrise de l'énergie et de l'environnement, et ce lien lié à la culture au sport. C'est sur ce point-là qu'il faut qu'on soit capable, avec les marges de manœuvre que nous avons, de pouvoir faire aussi bien, voire mieux dans certains domaines. Voilà. C'est en tout cas l'atteinte que nous souhaitons donner à ce budget qui aujourd'hui est encore
peaufiner à conclure. Je vous remercie. Sur ce débat d'orientation, Madame la Présidente. Oui, je vous remercie. Oui, quelques remarques. Désolée, je casse un peu votre conclusion sur les 3 points. Mais on remarque quand même que dans le document que vous nous avez proposé, bon déjà je fais une remarque sur la forme, parce que je suis permise d'en faire une en conseil communautaire. Là, en l'occurrence, le document était un peu moins désagréable à lire que celui que vous nous avez proposé la semaine dernière. Mais pour revenir sur le dernier point qui est le plus intéressant, entre guillemets, l'investissement, et pour faire le lien avec ce que vous avez tous dit jusqu'à présent, à savoir l'incidence du contexte national et international, avec, on parle évidemment des crises politiques, mais il y a des crises économiques et climatiques qui ont donné et qui ont montré avec quelle virulence elles pouvaient avoir ces 2 dernières années. Nous, il nous semble quand même que les projets que vous nous proposez, bon, il y en a beaucoup qui sont des poursuites de ce qui est déjà engagé, comme vous l'avez dit, M. Ourcade. Et puis, malgré la conclusion que vous venez de faire, M. Daillot, on se demande quand même quelle incidence aura tout ça sur le mieux vivre des Montoises et des Montois, hormis les sujets culturels et sportifs qui sont quand même des leviers émancipateurs. Tout le reste, comment on fait pour améliorer le quotidien des habitants de Mont-de-Marsan et les Marsan citoyens en tout cas, on n'est pas certain que ce soit par les orientations que vous nous présentez ce soir qu'on va y arriver. Et au contraire, on pense que c'est en faisant du très local, quartier par quartier, qu'on pourrait arriver à recréer des solidarités, à recréer du lien entre les habitants, à les sensibiliser à l'écologie, aux gestes du quotidien dont vous avez parlé, mais aussi à la responsabilité collective, parce qu'il ne faut pas faire reposer la transition écologique uniquement sur les individus. Il y a quand même des actions collectives à mener. Et leur donner une sorte de pouvoir et de pouvoir s'impliquer, ne serait-ce que dans la vie de la cité, et pouvoir créer du lien entre eux. Et en ce sens, il nous apparaît primordial de revenir aussi sur des petits projets très concrets, plutôt que de se lancer systématiquement dans des grands travaux qui rendent certes notre ville plus belle et qui veulent la faire briller, c'est très bien, mais il manque quand même le très très fin et le très proche des habitants. Et les conseils de quartier pourraient être des leviers. Et ça fait 2 ans qu'on attend des réponses sur les conseils de quartier. Et les conseils de quartier devraient avoir un rôle un peu plus fort que celui qu'ils ont eu jusqu'à présent, à savoir être de véritables forces de proposition, avoir aussi un budget dédié, qu'ils puissent gérer un peu leur vie du quotidien, s'entraider, aider leurs voisins, ne serait-ce que recréer ce lien-là qui manque gravement dans notre société actuelle et qui pourrait, pour le coup, pallier beaucoup de difficultés qu'on rencontre et préparer l'avenir avec toutes les difficultés qui nous pendent au nez. Merci Madame Lafitte. Je voulais vous rappeler que les conseils de quartier ont été créés en 2008. Ils étaient au nombre de 9. Donc je vais remercier encore ce soir ces personnes qui se sont impliquées depuis 2008. Donc vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait dans les quartiers. Chaque année, ces conseils de quartier avaient un budget. Des petites choses ont été faites à côté de chez soi. Ça peut être des choses comme un banc installé sur un verger participatif créé à l'initiative d'un conseil de quartier de Saint-Médard, par exemple, le long de la voie verte. On a créé donc ce bien vivre ensemble. Justement, des personnes âgées qui vivaient dans leur jardin, dans leur maison, sont sorties de chez elles pour se retrouver justement sur ces bancs dans les vergers participatifs. Donc, je crois que les conseils de quartier, vous ne pouvez pas dire que n'ont rien fait à ce jour. Des budgets ont été alloués tous les ans à ces conseils de quartier. Donc, vous rappelez les grandes réalisations comme les petites. Donc, il y a eu la place Pitra qui était à l'initiative du conseil de quartier du centre-ville. On a eu l'étang du Rond qui a été réaménagé. On a
la place du Docteur Gallo, devant l'église de Saint-Médard, je peux voir. Mais on a aussi un petit banc qui a été donc demandé par des personnes âgées aux alentours du verger participatif. On a tout l'habillage des containers de tous les quartiers, parce qu'en fait c'est du cadre de vie, c'est du quotidien. Et donc c'est ce qui a été demandé, qui a été fait à l'initiative des conseils de quartier. Le bien vivre ensemble, c'est aussi des conseillers qui depuis 2008 ont créé des animations, des bénévoles. Je vais encore remercier ceux qui pour Noël ont tenu des permanences dans les halles pour le concours des sapins, pour l'Occasion du talent. Je vais prendre M. Bachet pour témoin, sa compagne a fait partie du conseil de quartier. Et je crois que c'était très bien passé. Oui, non, pas du tout. Et donc, en effet, les conseils de quartier qui existent depuis 2008 vont être renouvelés. La libération passera au prochain conseil municipal. La semaine prochaine, nous réunissons une dernière fois les présidents des conseils de quartier pour valider cette nouvelle charte et le redécoupage. Je veux dire aussi que la commission animation des conseils de quartier se réunira, puisqu'elle est à l'initiative de Pâques, de la cueillette des œufs de Pâques tous les ans dans le parc Jean Rameau. Et donc ça aussi, ça crée du lien social. Ce sont des animations gratuites créées par les conseillers de quartier, des habitants qui ont envie de bien vivre ensemble et justement de redécouvrir un petit peu les bonnes relations de voisinage. On a recréé Montois solidaire. On a organisé la fête des voisins qui étaient des fêtes de quartier, là c'était des fêtes de rue. Donc je crois que toutes les personnes présentes ici, il y a des personnes qui ont été conseillères de quartier depuis 2008. Je crois que chacun peut témoigner que les conseillers de quartier ont vraiment œuvré pour le bien vivre ensemble et font partie de la vie de Mont-Marsan. Et ce sont des personnes qui s'impliquent dans le quotidien de la vie des Montois et pour le bien vivre ensemble. Je veux juste apporter une correction. Je n'ai pas dit qu'ils ne faisaient rien, j'ai dit que leur rôle devait être renforcé et que ça devait être une véritable assemblée démocratique. Et vous me parlez d'organisation de concours de soupe ou de sapeurs de Noël, c'est très bien, hein, c'est très très bien. Vous me parlez d'organisation, d'aménagement avec les bancs, ok, très bien. Moi je vous parle de lien. Je vous parle de lien social, je vous parle d'entraide entre habitants et je vous parle d'un véritable rôle démocratique pour ces conseils de quartier qui pourraient avoir un rôle plus important que celui que vous leur conférez actuellement. Nul n'est besoin de me refaire à chaque fois que je vous parle des conseils de quartier l'article de tout ce qui a été fait depuis 2008. Je l'ai bien compris et je crois qu'on l'a tous bien compris ici et dans Mont-Marsan Citoyen. Juste vous rappeler qu'on n'a rien imposé à toutes ces personnes. On a créé les conseils de quartier, ce qui n'était pas obligatoire en 2008 dans une ville de 30 000 habitants. Et c'est eux qui se sont organisés. C'est comme le conseil de développement au niveau de l'agglo. Ils se gèrent, ils se sont organisés, c'était leur souhait. Donc on verra bien avec les nouvelles, au moment du renouvellement, avec les nouvelles personnes, ce qu'elles souhaiteront faire. On n'a jamais rien imposé. Donc je ne peux pas dire ça. Et nous, on leur a pas demandé de faire ça et ça. Donc c'est eux qui se sont organisés. Et donc je les remercie du travail, de leur implication dans la vie de Mont-Marsan. Alors moi, avant d'être élue, j'étais conseillère de quartier, simple citoyenne, simple montoise. Et quand on parle du lien, il faut savoir que justement, grâce à l'initiative des conseils de quartier, il y a certains quartiers, donc comme l'a précisé Marie-Christine, c'était le vœu de certains quartiers et peut-être pas d'autres, c'est d'organiser des repas interquartiers. Donc le quartier de Saint-Médard et le quartier du Bélier a organisé pendant des années des repas qui recréent le lien entre personnes. À savoir, quand vous parlez d'augmenter le lien entre voisins, il a été organisé par le biais des conseils de quartier un sondage, justement, pour savoir qui avait besoin d'aide et qui était prêt à apporter de l'aide. Très souvent, dans les comptes rendus qui nous ont été ramenés, il a été précisé qu'ils avaient besoin d'aide pour faire des courses, mais qu'ils le trouvaient auprès de leurs voisins, justement. Donc, ce qu'on allait chercher à faire, c'était justement que les conseils de quartier organisent un rassemblement de personnes qui étaient prêtes à aider des personnes d'un certain âge ou des personnes qui n'avaient pas de moyens de transport pour aller faire les courses, aller à la pharmacie, les emmener chez le médecin, etc., etc. Et en fin de compte, on a eu des
mais pratiquement personne qui avait besoin d'aide parce qu'ils avaient déjà des voisins à côté d'eux. J'entends les remarques qui sont faites dans la pitch. Est-ce que c'est votre dernière? On le saura à la fin. C'est insoutenable. Je sens M. Dupin qui trépigne. Je n'attends que ça. And the winner is. J'entends ce que vous dites sur les conseils de quartier. Après, moi, pour y aller quand même de temps temps où vous voyez sur le terrain, j'aimerais qu'il y en a qui n'ont pas du tout envie de s'embêter avec une fête des voisins, puis il y en a d'autres qui sont que là-dedans. Donc voilà, c'est difficile de leur imposer. Voilà, s'ils n'ont pas envie de boire un coup ensemble, on ne peut pas leur imposer. Mais c'est vrai que c'est vecteur de ça. Et après, juste si vous permettez, on va parler un peu de tout. Donc le Covid excuse pas tout, mais il n'a pas forcément aimé ce dispositif là, pendant l'année et demie, 2 ans. Donc là, ça redémarre avec un redécoupage des quartiers. Un budget, voilà, on est sur des lignes entre à minima 100 000, mais plutôt on voudrait augmenter et aller vers un budget à 300 000 €. Voilà. Sachant qu'on essaye de ne pas faire des grosses choses, sauf qu'il y a eu, je me rappelle du passage du Manotte et la place Petra qui est des gros chantiers, mais c'est souvent des petites choses. Après, moi j'essaie une fois par semaine d'aller un peu ouvrir des portes et discuter sur le terrain, et ce qu'on me remonte c'est la vitesse dans les quartiers souvent, un peu la voirie bien évidemment. La sécurité ne m'étonne pas tant que ça parle des... Voilà. C'est vrai que le développement durable, etc., même si il faut qu'on soit force de proposition, c'est pas la chose qu'on me sort au début. Donc il faudra peut-être en effet que dans nos feuilles de route, on essaye de susciter d'aller vers ça. Allez-y. Je vous remercie. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit simplement de faciliter l'implication des citoyens, parce que j'ai cru comprendre aussi que ça reposait souvent sur les mêmes personnes. Donc il s'agit simplement, je pense que ça serait notre rôle de municipalité d'accompagner les habitants à s'impliquer à travers des choses qui existent et qui seraient bien plus pertinentes à mon avis de se faire accompagner sur ce genre de projet que sur tous les accompagnements que j'avais choisis jusqu'à présent par les bureaux externes, etc. Et pour ce qui est des demandes primaires, c'est pas du tout primaire, première des habitants, c'est évident qu'ils vont venir sur des problèmes du quotidien qu'ils rencontrent vraiment tous les jours. Et je crois que c'est de notre rôle d'élu aussi de sensibiliser à un peu autre chose, de répondre à ces attentes évidemment, mais d'amener une hauteur de débat et de discussion qui soit un peu différente de celle qu'on peut avoir au quotidien. Parce que je vais un peu plus loin, parce que malgré tout ce que vous pouvez penser, a priori, les gens ne sont pas complètement enfermés sur eux et sur leurs petites problématiques. Je crois qu'ils sont tout à fait capables de réfléchir au-delà de ça, et il faut les encourager et les accompagner en ce sens. Et ça, ce serait notre rôle. Ce doit être notre rôle d'ailleurs. Merci. Nous étions donc au débat d'orientation budgétaire et on doit, si vous le souhaitez, s'il n'y a pas d'autres remarques, on doit donc prendre acte que ce débat a eu lieu, parce que nous tous d'accord pour dire que le débat a eu lieu. Il n'y a pas d'opposition, je considère que voilà, c'est comme ça qu'on mentionne. Toujours plus bien pour cette délibération. Christophe Fourcade, on parle de modification de l'autorisation de crédit du paiement. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est une modification d'ABCP, autorisation de programme et crédit de paiement, qui concernait jusqu'à présent 2 ABCP qui ont été créés en 2020. Dans le cadre de la SQVT et dans les équipements sportifs. Il y a lieu cette année de revaloriser l'APCP des équipements sportifs et on en profite pour créer un nouvel APCP pour les travaux
travaux de réhabilitation du musée. L'enveloppe globale est fixée à 18 millions. Et pour cette année 2022, on propose la création d'une ligne de 300 000 euros. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ces planifications, en quelque sorte, de dépenses d'un exercice à l'autre? Il n'y a pas de questions, je propose de se mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, j'excuse Gilles Chauvin qui ne pouvait pas être là, je vais la présenter. Il s'agit donc de la campagne incitative qui se poursuit pour les façades. Nous subventionnons en 30% les rénovations de façades. On constate d'ailleurs que ça a quand même fait bouger pas mal de, je vais être gentil, d'inertie un peu chez quelques propriétaires et voilà, sur des façades qui étaient quand même fortement dégueulis. Donc ça remet en valeur le patrimoine bâti du centre-ville, ça contribue aussi à embellir les choses et à redynamiser. Donc si nouveaux propriétaires nous sollicitent, vous avez la liste, je ne la passe pas en revue, vous avez différents propriétaires dans des immeubles qui sont situés à Gambetta, rue Saint-Carnon, Frédéric Bastiat, un périmètre rue Gambetta, avec les quotités en fonction des factures qui nous ont été transmises. Donc vous avez pour chacun le montant des travaux subventionnables et donc la subvention accordée avec des plafonds sur les 30%. Il nous est demandé d'approuver la proposition d'attribution de ces subventions pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 chantiers. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Alors il y a je vous fais grâce, mais vous avez un peu d'illustration sur ce document où on fait régulièrement un petit point d'étape. Qui est contre? Pardon, allez-y. Je me permets de dire quelque chose. C'est les deux mêmes, M. Bournet, là? Parce qu'il y a deux dossiers, c'est M. Bournet. C'est pas la même adresse, mais c'est la même personne, c'est ça? C'est comme Mme Mutula qui doit avoir deux adresses. Est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération de Marie-Christine pour parler des moustiques. Merci, monsieur le maire. Le moustique tigre est présent dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine et particulièrement sur le territoire de Mont-de-Marsan depuis 2007. Il fait l'objet d'une surveillance renforcée de la part de l'Agence régionale de santé et de Santé publique France. Sa reproduction est essentiellement à proximité des habitations et secteurs habités, dans de petits contenants d'eau, la plupart artificiels. En 2021, les agents du service Espace Vert ont suivi une formation qu'ils ont pu par la suite dispenser aux conseillers de quartier qui le souhaitaient. Le moyen le plus efficace est de supprimer les gîtes de reproduction par des gestes simples, éliminer les endroits où l'eau peut stagner, couvrir les réservoirs d'eau de manière étanche. Au-delà de ces actions essentielles de lutte anti-larvaire, on peut utiliser des pièges à moustiques pour éliminer les adultes volants. Ces pièges à moustiques ont une portée limitée. Il est conseillé de créer un maillage anti-moustique. Afin d'inciter les habitants à se procurer des dispositifs d'appareils de piégeage et de créer des barrières, il est proposé au conseil municipal d'adopter la mise en place d'une aide à l'achat d'appareils de piégeage afin de limiter la prolifération des moustiques tigres. Cette aide est très attendue par nos concitoyens. Nous avons même des administrés qui attendent le vote de ce soir pour pouvoir s'organiser et acquérir des appareils de piégeage. Pour créer ce maillage anti-moustique, cette aide sera attribuée à des groupes de 5 riverains, voisins contigus ou non, dans un périmètre de 150 mètres, compatible avec la capacité d'attraction des appareils. La subvention proposée s'élève à 50 € TTC par foyer fiscal, destinée aux habitants de la commune majeure et achetée chez un revendeur du territoire. Les subventions seront attribuées par ordre d'arrivée des dossiers complets et ce jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire annuelle opération, à savoir 5 000 € pour l'année 2022. Il est toutefois précisé que seule la combinaison des différentes méthodes pourra réduire la nuisance générée par les moustiques tigres. Les modalités et dispositions relatives à la mise en œuvre de cette aide sont jointes à cette délibération. Je précise que cette somme sera financée sur le budget des conseils de quartier. Il nous est donc demandé d'approuver la mise en œuvre de ce dispositif.
une appétence particulière pour le sujet des... Non, mais c'est pour nous éviter des problèmes, monsieur le maire. Est-ce que vous êtes rapproché de l'association Brigitte Bardot? Non, plus sérieusement. Même si je partage totalement, Frédéric est très déçu que la candidate animaliste n'ait pas eu le parrainage. Bref. Plus sérieusement, moi j'ai une question simple en fait, c'est pourquoi est-ce que c'est pas la municipalité qui achète ce matériel et qui ensuite se met en relation avec les citoyens? Parce que là, la subvention c'est 50 €, mais enfin ça suppose quand même que les gens fassent la démarche, qu'il y ait une certaine continuité, en tout cas sur les personnes qui mettent. Je trouve ça un peu complexe, en fait, et je pense que l'action aurait été plus efficace si c'était la municipalité qui avait acheté le matériel et qui ensuite, sur sollicitation de riverains qui font la démarche, effectivement via les conseils de quartier, aille déposer le matériel en réalité. Là, je trouve que ça repose. Enfin, c'est très. C'est très incantatoire. C'est pour créer du lien entre voisins sur le budget des conseils de quartier. Ça va être ça, mais alors pour la peine, oui, je trouve que pour créer du lien social, et je rejoins la volonté de Marie d'Ancré, je trouve qu'il y avait de meilleurs moyens que de faire ça. En fait, on a des voisins, des personnes de même rue qui nous ont sollicité depuis l'année dernière, qui attendent, je vous dis, que ce soit en votre délibération pour aller acheter ce système de piégeage. Il y a un an ou deux, dans le Saint-Paul-et-Dax avait acheté des pièges les plus importants. On s'est rapproché de la société. C'est un ensemble de choses. Chacun doit déjà chez soi vider les coupelles, parce qu'on dit qu'il ne faut pas que l'eau stagne. Il y a plusieurs choses à faire. Et donc, les pièges en font partie. Donc, ces personnes, lorsqu'on a proposé de faire cette démarche d'acheter ces pièges, enfin de les aider à financer ces pièges, on trouvait ça intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette option. Et ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, on n'achètera pas nous aussi des pièges plus importants pour installer à proximité des EHPAD, des écoles. Ça, c'est ce qu'on envisage aussi. Oui, parce que Marie-Christine, si vous dites à ces personnes-là, vous inquiétez pas, on va acheter le matériel et le mettre à disposition, ou en tout cas le mettre dans la rue, enfin, ils seront d'accord aussi, il n'y a pas de difficulté. Hein. Non, mais là, les personnes sont prêtes à le financer et apprécient qu'on fasse ce geste, et voilà. Donc, après, c'est aussi l'affaire de chacun. On ne va pas aussi. Ça peut être aussi une affaire municipale. Oui, la salubrité publique, c'est une compétence municipale. C'est une première étape. Et on va continuer, on va proposer aussi de nouveau, via le service Espace Vert, à former les riverains, à expliquer les gestes à faire pour lutter contre ces moustiques. À l'occasion de la fête des jardins, le 15 mai prochain, il y aura un petit stand tenu par les agents d'Espace Vert qui expliqueront, comme pour le frelon asiatique, les gestes à faire pour éradiquer ces petits. Des guisotons asiatiques. Merci de ces précisions techniques. Pardon, je voudrais juste une petite question. On a été du coup de ce. Oui. Là, regardez, ça peut aller de 100 à 150 €, ça dépend. Ça peut aller 150 €, 50 €, un tiers. Est-ce que des votes contre? Faire un débat pour nous parler de la subvention du stade de Montour. Oui, merci Monsieur le maire. Par délibération du conseil municipal du 8 mars 2021, une convention pluriannuelle d'objectifs qui est en annexe a été approuvée afin d'honorer de la visibilité sur les objectifs menés par le stade Montour Omnisport. Cette convention détaille les engagements de l'association envers la subvention allouée. Alors cependant, au regard du principe d'annualité budgétaire des subventions de fonctionnement, et afin de permettre le versement d'un acompte, il convient d'approuver le montant de la subvention de fonctionnement 2022, dès lors qu'il n'est pas voté à l'occasion du budget public 2022. Alors le stade Montour Omnisport est donc concerné pour un montant de 620 000 € de subvention de fonctionnement et 32 500 € de subvention au titre de la mise à disposition du personnel. Alors juste un petit mot sur le stade Montour Omnisport. C'est le deuxième club omnisport d'Aquitaine, alors qui a retrouvé, là c'est une bonne nouvelle, sensiblement les effectifs d'avant-crise sanitaire, notamment dans les sports collectifs, parce qu'à une époque, forcément, il n'y avait que les sports de plein air qui étaient autorisés, donc ils ont pu garder ces licenciés, augmenter le nombre de licenciés, d'autres sections ont baissé, mais globalement, le Stade Montour retrouve ses effectifs d'avant-crise, et ça c'est une bonne nouvelle. C'est 51 salariés, 33 équivalents temps plein,
800 bénévoles, et ça c'est une force pour tout le tissu sportif et associatif de la ville de Marsan. 35 sections, dont de très nombreuses évoluent, que ce soit en sport collectif ou bien en individuel, à des niveaux nationaux, voire internationaux. Alors le Stade Montois, il s'agit est très actif sur le sport santé, qui est un véritable enjeu de société dans les territoires. L'insertion aussi avec le dispositif Prépa-Sport que vous connaissez, c'est le parcours de remobilisation éducative personnalisée par le sport, destiné à des jeunes qui sont en rupture sociale et ou scolaire. Et cette année, il y a plus de jeunes que l'année précédente, c'est 36 sur 2 sessions. Le Stade Montois aussi est engagé aussi depuis cette année ils sont OF, organisme de formation, donc ils dispensent de formation BPGEP sur 2 formations, avec 30 stagiaires cette année. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver tous les bilans et actions du Stade Montois du sport dans les annexes que vous avez. Et je vous remercie, je vous prie d'adopter cette délibération. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à cette délibération? On essaye, il y a eu des années où on n'avait pas tous les documents, on a vraiment compris sur une des pages d'ailleurs, on voit que l'effort que l'on vous demande de faire et d'adopter, ça correspond à 50% des subventions que le Stade Montois va chercher. Alors, le Stade Montois ne donne pas que de subventions, hein. Ils ont leurs propres recettes, les cotisations, ils font beaucoup de choses pour faire entrer de quoi faire vivre cette structure. Mais 1 euro sur 2 de subvention publique, fédération, CNDS, conseil départemental, conseil régional, 1 euro sur 2 provient de la subvention qu'on est appelé à leur verser. Est-ce que vous avez des... J'ai juste une question d'ordre juridique concernant. Est-ce qu'il faut que je me déporte sur le vote ou pas, comme la région subventionne? Je pense que j'interroge. Parce que la région nous a demandé de faire très attention sur ces questions-là, parce que c'est de plus en plus regardé, et je pense que je dois me déporter. Il faut qu'on fasse attention. Par prudence, on va le faire, et puis on vous amènera on essaie de fouiller un peu cet aspect-là. Il faudra regarder. J'ai cru que vous alliez dire que la région allait s'adosser à la subvention. J'ai cru que vous alliez dire que la région allait s'adosser à la subvention de la mairie de... Je plaisante, c'est pas forcément sa compétence première. Même remarque pour le conseil départemental. Il faut qu'on vérifie ça. Ça pose une difficulté. Alors, si ça pose difficulté, on a déjà c'est bien. Bon, on peut le mentionner en disant que sur ce vote-là, M. Dutin et M. Mercier ne participeraient pas au vote, mais on fouille un peu cet aspect-là. Ça n'a pas beaucoup d'insistance sur ce vote-là, mais voilà, c'est un sujet qu'il faut qu'on regarde. Madame Lamy. Oui, juste une remarque sur ce sujet-là. Il me semble que c'est uniquement lorsqu'on est administrateur de la structure qu'on ne peut pas prendre part au vote en tant qu'élu. À moins que vous représentiez vos instances, enfin vos collectivités dans le CA de ces structures, je ne crois pas qu'il y ait de contre-indication au vote. Je le pense aussi, mais sur un vote comme ça qui n'a pas forcément d'incidence, on va acter le fait que vous ne participez pas, et puis on regarde cet aspect-là tranquillement en échangeant avec les partenaires du département et de la région de vos services pour voir exactement ce qu'on doit se dire la prochaine fois. Donc, alors, 2 personnes ne participent pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, la délibération suivante. C'est Farina, excusez-moi. C'est Claudie. Je me mélange les crayons. Je passe la parole à Claudie Brec qui nous parle des attributions de bourse de l'école de musique et de danse pour l'année 2021-2022. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, comme chaque année, la ville de Mont-Marsan attribue des bourses aux élèves montois du Conservatoire des Landes. Ces bourses sont calculées suivant le quotient familial. Et la commission culture et patrimoine a examiné les différents dossiers de demande pour l'année scolaire 2021-2022. Vous avez un tableau qui vous indique les différents montants avec des prises en charge qui vont de 10 à 100%. Considérant qu'il est nécessaire d'attribuer les bourses aux familles qui en font la demande, nous vous sollicitons pour approuver l'attribution de ces bourses.
Merci, Claude. Est-ce qu'il y a des questions pour cette intervention? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Juste pour j'en profite pour dire, on a pu. D'abord, je voudrais remercier Claude Ibra qui s'investit à fond sur la relation que nous avons avec l'école de musique, et c'est assez important parce qu'il y a eu des périodes où peut-être que cette relation n'était pas utilisée. Là, c'est le cas. On peut en prendre pour preuve notamment les liens qu'il y a entre l'orchestre Montois et l'école de musique. On peut aussi prendre pour preuve le dialogue qu'on a avec la vice-présidente du conseil départemental qui gère aussi ces aspects culturels sur lesquels on avance, et Claudine ne manque pas de nous rappeler, et à juste titre, les efforts qu'il faut faire, notamment en termes de travaux. Il y aura quelques investissements à faire sur des espaces, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau de la danse, il y a des choses où on arrive en limite, et qu'il faut un peu rénover ce bâtiment qu'on met à disposition de l'école de musique. On a voté cette délibération. Oui, je passe la parole à Farid Débat pour le projet participatif citoyen, puisqu'il faut pouvoir délibérer pour permettre au paddle tennis de pouvoir avancer et disposer du budget participatif. Oui. Merci, monsieur le maire. Le budget participatif citoyen des Landes est un dispositif qui permet aux Landaises et aux Landais de proposer l'affectation d'une partie du budget d'investissement du département sur la base des citoyennes et de participer ainsi directement à la transformation de leur territoire. C'est une enveloppe de 1,5 million, je crois, cette année. Sur les 550 idées déposées en 2021, lors de la deuxième édition, 280 projets ont été soumis au vote, 54 ont remporté les suffrages, parmi lesquels figure le projet totalement tennis padel, et non padel, sur le territoire de la commune, qui concerne la réfection du sol des deux cours de padel à la Iroire, c'est une enquête synthétique à changer. Et la ville s'engage à financer, c'est le règlement, à hauteur de 20% ce projet, dont le coût prévisionnel est estimé à 15 000 € hors taxe. Merci. Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Hervé Bayard pour les deux prochaines délibérations. La première concerne l'hôpital. Très bien. Merci, monsieur le maire. Donc, en effet, cette délibération concerne un sujet en forme, puisque des travaux importants ont été engagés pour réaliser, dans un premier temps, un parking, et puis dans un deuxième temps, un nouveau bâtiment qui accueillera notamment tout ce qui est technique de l'hôpital. Je ne suis pas un médecin pour donner tous les tenants et les aboutissants de tout ça, mais voilà. Bon. Avec des services en plus qui seront apportés à la population, donc ça sent la chose. Il s'agissait, dans une délibération précédente, d'accepter qu'une enquête publique soit engagée pour désaffecter et déclasser une partie de l'avenue Pierre de Coubertin. Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et donc il émet un avis favorable à cette désaffection et à ce déclassement, et donc il s'agit tout simplement d'en prendre date. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté. Délibération suivante, donc il s'agit d'une convention de servitude. C'est une démarche à laquelle on procède régulièrement, puisque GRDF procède, donc c'est un concessionnaire qui procède à des travaux, et donc il va passer une canalisation sur le domaine, sur une propriété appartenant à la ville de Mont-de-Marsan, et donc il s'agit de convenir d'une convention de servitude avec cette société. Merci. Il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante concerne le pacte de gouvernance. Vous savez, il y a plusieurs éléments que nous avons mis en œuvre et lancés sur la délibération. Alors pourquoi en parler en mairie? Parce que ce pacte de gouvernance doit recueillir un avis, soit un avis avec réserve et propositions, soit un avis défavorable, soit un avis favorable, pour pouvoir le faire valider au niveau de notre agglomération. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce pacte de gouvernance qui vous a été adressé et qui a également fait l'objet de délibérations en conseil communautaire, en conférence des maires. Je rappelle que c'est aussi quelque chose qui a fait l'objet, d'ailleurs une première fois, il me semble, dans l'histoire de notre collectivité, d'un envoi aux 307 élus communautaires ou pas d'ailleurs. Il pouvait y avoir des conseillers municipaux, non élus communautaires, qui ont eu une quinzaine de questions pour essayer de s'exprimer sur globalement ce que vous avez trouvé dans le pacte de gouvernance
pour essayer de réduire les écarts en quelques mots. Un pacte de gouvernance est donc entre la communauté d'agglomération et les communes membres. Et l'idée, c'est de pouvoir harmoniser, clarifier, améliorer les relations entre les communes membres et l'agglo, entre les élus, les collectivités, les habitants, et que chaque acteur et chaque instance puisse trouver sa place, son rôle, en essayant de... Alors il y a des choses peut-être qui sont un peu des choses déjà faites, déjà vues, on n'apprendra pas grand-chose, mais ça fait toujours bien de l'écrire, et ça permet de pouvoir le faire perdurer. Et puis il y a des choses qui ont pu être un peu nouvelles, qui ont pu être issues notamment des questionnaires, des propositions que les maires ensuite ont fait avancer, évaluer. Il nous revient donc de poser un regard sur ce pacte de gouvernance. Certains sujets sont abordés, comme la solidarité entre les communes, comme l'équité. On parle du projet de territoire, vous en avez entendu parler, c'est une démarche sur laquelle d'ailleurs j'invite chacun à s'exprimer. Il y a ce moment de campagne justement pour inciter les gens à s'exprimer sur le sujet de subsidiarité, de représentation des maires, de leurs éventuellement suppléants, représentants, puisqu'on a des communes à l'agglo qui ont qu'un seul élu, donc quand le maire n'est pas là, il faut quand même que la commune soit présente. Tous ces sujets-là ont été gravés un peu dans le marbre, font l'objet de consultations dans les différents conseils municipaux, le rôle du président, le rôle du vice-président, l'élu communautaire. La délégation aussi qu'un président peut donner à un maire, notamment pour fluidifier certaines décisions. On sait très bien qu'il y a eu des transferts, des mutualisations qui ont pu des fois un peu alourdir un peu les petites interventions, le carreau cassé par-ci par-là. Voilà. Donc il faut pouvoir libérer un peu, par le biais de délégations contrôlées malgré tout en montant, de pouvoir donner la possibilité aux acteurs de proximité, notamment aux maires, la possibilité d'engager des dépenses et des choses sans en référer avec un circuit un peu trop long. L'élu municipal non communautaire, donc on définit un petit peu tout ça, une cartographie des différents documents, des différentes instances, donc redéfinir la conférence des maires, le bureau communautaire, les commissions thématiques, les groupes réunis, les groupes de travail, la commission d'appel d'offres, les commissions de marché, la commission de délégation de services publics. Voilà. Vous avez l'ensemble en fait des différentes instances qui permet aussi, et à chaque renouvellement et à chaque début de mandat, ou quand il y a des nouveaux élus qui intègrent cette structure, de pouvoir rapidement se faire une idée du fonctionnement, des rôles de chacun et des différentes instances qui conduisent à la destinée de notre PCI. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire. Il y a un petit paragraphe à la fin où on nous parle du Conseil de développement récemment mis en œuvre et forcément de la plateforme de concertation citoyenne participative qui est liée. Je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ce document. Monsieur Savard. Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, nous on a lu ce document, très concrètement pour vous dire que tout ce qui va dans le sens d'un fonctionnement amélioré au niveau intercommunal et en lien avec les communes est intéressant, nous nous soutiendrons. Je voudrais juste revenir sur un élément qui me paraît quand même important. En page 12, vous présentez les circuits de décision. Dans ces circuits de décision, nous voyons tout ce qui concerne la phase de préparation. Et la phase de préparation, elle peut toucher à des transferts de compétences. On sait, et on vous l'a suffisamment rappelé, que certains transferts ont été faits de façon trop rapide ou de façon trop impréparée. Et il y a également des possibilités de mutualisation. Et au sein de cette slide, on peut constater qu'en définitive, l'outil qui travaille et qui prépare à ces transferts de compétences ou ces mutualisations, c'est le bureau communautaire. Et là, je voudrais faire écho à ce que nous, vous avions proposé à l'installation de notre PCI ou de la gouvernance de notre PCI suite aux élections municipales, à savoir que nous souhaitions, malgré tout, comme cela se fait dans bien d'autres intercommunalités dans le département, notre groupe souhaitait être représenté au sein du bureau communautaire. Ça nous paraît d'autant plus important à la lecture de ce document et à la lecture de l'importance qu'a le bureau communautaire dans la phase de préparation de tout projet structurant, transfert et mutualisation. C'est écrit noir sur blanc en page 16.
Donc effectivement, encore une fois, je terminerai par là, tout ce qui va dans le sens d'une meilleure intégration des communes, d'un meilleur partage de la décision au niveau intercommunal, surtout sur des décisions aussi importantes que les transferts de compétences ou des mutualisations, nous convient, mais dans la mesure aussi où chaque groupe, chaque sensibilité, chaque représentant de groupe peut être entendu et peut faire valoir sa position lors de la préparation de ces transferts. Et c'est pour ça que je vous rappelle ce que nous vous avions demandé et ce que vous nous aviez refusé en 2020, à savoir que notre groupe puisse bénéficier d'un représentant au sein du bureau communautaire. Et je le rappelle d'autant plus fort que dans le document d'aujourd'hui, on voit l'importance du bureau communautaire dans la préparation. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ça? Je vais essayer de formuler une... Oui, Alain Bachet. Juste parce que je trouve drôle que c'est pour moi qui soit obligé de faire cette remarque, mais je vais la faire. Quand on parle de démocratie en permanence, il n'y a pas appel à la sollicitation citoyenne pour saisir sous forme de pétition nombre de citoyens qui peut saisir le conseil municipal, le conseil communautaire sur une question X ou Y. Ça existe au département, je crois, ça existe à la région, on vient de lecture dans le règlement intérieur, ça aurait été bien que ça figure dans ce document, même si on a un conseil de développement, comme nous l'avons à la région, on le sait, mais ça aurait été bien en termes de citoyenneté. Alors, d'abord, la première chose, c'est que on va émettre un avis favorable ou favorable sous réserve, ou favorable. Voilà, moi je voudrais que ce soit noté dans les comptes rendus, dans l'avis que nous allons remonter au niveau de l'instance de la GLO, que soit noté les deux remarques qu'on a eues là. Même si peut-être, je ne sais pas si on va voter sur ces remarques-là, mais qu'on puisse au moins les voter. Je pense que, parce qu'il y aura d'autres remarques qui arriveront d'autres villes qui vont être quand même compilées. On est dans une phase, une phase nature, on doit pouvoir regarder. J'émets deux postures qui ne sont pas des fins de recevoir. La première, c'est sur la consultation citoyenne. Malgré tout, le Conseil de développement, plateforme de concertation citoyenne, doivent quand même être des possibilités de s'auto-saisir sans que ce soit mobilisé. Voilà de quoi vous allez parler. Donc ça, il faut qu'on le calme bien. Donc c'est peut-être dans ce qu'on peut dire, c'est de préciser un peu le système d'auto-saisine du Conseil de développement et de la plateforme. La deuxième, concernant les groupes, moi je dis que sur ce sujet-là, de tout un jamais, on a raisonné bureau communautaire égale bureau qui comprend des vice-présidents, des gens qui ont une délégation. Donc on a été dans ce mécanisme-là. Maintenant, bien évidemment, il faut que l'ensemble des élus soient concernés par notamment des décisions impactantes de transfert de mutualisation. On a bien vu cette chose qui change aussi en bien ou en moins bien, qui change la donne. Voilà. Aujourd'hui, les choses sont comme cela. Imaginons qu'on soit dans une assemblée où il y a 10 groupes, ou 5 groupes, il faut trouver aussi un bon équilibre dans la composition de ce bureau communautaire. Moi, ça ne me dérange pas que l'on mette en remarque, qui a été noté par des membres de cette assemblée, le souhait de pouvoir assurer une plus grande représentativité au bureau communautaire des différents groupes d'opposition, alors je ne vais pas parler de ça, mais en tout cas de liste, des différents groupes de liste. Et jusqu'à présent, en effet, ce bureau communautaire était plutôt ceux qui ont une délégation ici. Voilà. Donc ce sujet-là, on peut le noter. Est-ce que vous avez d'autres remarques Oui, je vous remercie. Attendez, pardonnez-moi, tant que j'ai ça dans la tête. On peut aussi, quand même, sur des notions de transfert de charges, de mutualisation, des choses qui sont très impactantes, avoir une posture un peu différente sur la décision. Enfin, si le bureau communautaire est composé comme il est là, il faut qu'il y ait quand même une consultation peut-être plus large et plénière des élus sur ces sujets-là, pour voir comment ça s'organise. On est sur des sujets... Pardon, je vous ai coupé. Je vous remercie. Une question, parce que je n'ai pas compris l'utilité de ce document
en comparaison du règlement intérieur. Hormis les deux outils de participation citoyenne que vous avez évoqués, le conseil de développement et la plateforme, je n'ai pas vraiment compris quelle était la différence avec le règlement intérieur, parce qu'en réalité, je ne vois pas de réelle différence dans l'horizontalité de la gouvernance et l'implication des communes. Le conseil de développement, il est là en préparation, et puis après on le voit seulement dans un retour aux citoyens. Il n'est même pas impliqué dans la phase d'évaluation des politiques qui seront mises en œuvre. Sur les outils que vous déployez en page 14, en fait, ce sont des outils qui existent déjà, hormis l'organisation de formations et de séminaires communs aux élus. Donc je ne comprends pas en fait ce que vous êtes en train de nous proposer, et je comprends d'autant moins que ça fait quand même 1 an qu'il aurait dû être voté, et parce qu'il me semble que dans les dernières délibérations, il en a été question, on parlait d'avril 2021. Donc tous ces mois passés pour quelque chose qui en fait précise simplement les rôles de chacun, mais ne les change pas et n'apporte pas de collégialité dans la gouvernance. Et je ne vois pas très bien le rôle non plus des communes dans ce document. Alors, je vais essayer il y a un certain nombre de choses qui varient un petit peu. Il y en a une en particulier qui, je ne vais pas tout énumérer, il y en a une en particulier qui est la possibilité d'une délégation du président au maire. Bien sûr, elle doit se cadrer, s'écrire par le biais d'une convention, c'est ce qui doit être noté à la commune. Mais ça, c'est des sujets qui ont été soulevés. Alors, je dis bien que tout ce qui a été validé là, contrairement au règlement plutôt descendant, ce qui a été validé là, c'est des choses qui sont le fruit de l'expression des 307 élus. Je crois qu'il y a eu 50 ou 60% de réponses. Hein. Donc, on a eu plutôt, je pense, un bon retour. Donc, la chose qui, pour moi, est la plus importante, c'est la possibilité demain au président, qui est laissé au président de déléguer des décisions au maire, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui pour des choses dont la compétence est transférée à l'agro. On va prendre l'exemple qu'on connaît bien, qui nous fait souvent l'étranger, qui sont les écoles, les travaux, par exemple, dans les écoles. Donc sur des sujets, je prends cet exemple-là parce que celui-là me saute aux yeux. Après, il y a un certain nombre d'autres petits exemples qu'on pourra peut-être prendre le temps de vous détailler, mais il y a autre chose aussi, c'est que le règlement, c'est quelque chose de figé, qui avait été normé. Ça, c'est quelque chose qui est co-construit. On a demandé aux gens de s'exprimer sur les instances. Dans le règlement, vous n'avez pas forcément tout le détail du fonctionnement des instances, leur rôle, de quoi ils décident, le périmètre. Voilà. Alors après, en matière de horizontalité par rapport à un pouvoir qui serait trop vertical, on a quand même un certain nombre de commissions, de conférences des maires, de bureaux communautaires, de groupes de travail qui fait qu'on multiplie quand même les instances dans lesquelles les gens peuvent s'exprimer. Je crois que je ne sais pas dans quelle page j'ai noté, mais j'ai souvenir également que bien évidemment des projets qui peuvent impacter directement ou indirectement une commune doivent recevoir l'avis favorable de la dite commune. Même, alors, on pourrait se dire, oui, encore heureux, par exemple, si demain pourquoi pas, en tant que président de l'OB, nous allons décider de refaire le centre de loisirs de Bourges, pourquoi pas. Ça ne doit pas se faire sans l'avis du maire de Bourges. Mais cela dit, si on fait peut-être un travail sur un pont ou quelque chose qui serait, ou une déviation, quelque chose qui serait à Mazorol ou la Glorieuse, et qui impacte les flux de personnes sur la commune de Bourges, il faut aussi que la commune de Bourges puisse émettre un avis, trancher un conseil municipal, etc. Je ne connais pas par cœur le règlement, je l'ai lu plusieurs fois. Je crois que ces aspects-là ne sont pas aussi bien détaillés dans le règlement. Et en tout cas, ils n'émanent pas des élus qui se sont exprimés. Voilà. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est un peu réducteur, mais j'ai le droit de le penser, hein, de dire que bon, c'est un copier-coller du règlement. Je pense qu'il y a quand même un travail qui a été fait. Alors, il n'y a peut-être pas des grandes révolutions, mais il y a 2-3 points quand même qui bougent un petit peu les lignes en matière de gouvernance, et puis ça a le mérite de... Voilà, aujourd'hui, je pense que
vous allez sans doute nous annoncer quelque chose en fin de réunion. Mais cela dit, j'ai souvenir avoir bu un coup avec vous le soir du mois de mars en vous annonçant que vous étiez aussi élu à la gauche, parce que vous vous souvenez, on avait bu un petit coup, il faisait froid, on n'avait pas trop le droit de festoyer. Vous allez arriver à l'aglo. Moi, ça m'est arrivé aussi en moment d'arriver à l'aglo. Et sincèrement, c'est pas du tout. Mais on cherche des fois des documents qui sont des guides par rapport à comment ça fonctionne. Je pense que ça a aussi le mérite peut-être de vulgariser ou de montrer un peu qui fait quoi, comment ça fonctionne, dans quelle instance on peut décider, apporter sa voix, etc. Ça peut toujours être amélioré, marketé un peu différemment, mais ce support-là, il n'existe pas pour les nouveaux arrivants dans cette instance. Est-ce qu'on peut émettre des réserves? Je confirme celle sur le conseil de développement et la participation citoyenne. Il y en avait une sur ça, la place des habitants dans cette co-décision et cette gouvernance. Donc, je propose de noter dans le compte rendu qu'on va remonter. Je laisserai le libeller les 2 points. Le premier point, c'est de préciser le conseil de développement et la plateforme et le rôle du citoyen et à quel moment et de quelle manière il se saisit lui-même indépendamment de la volonté politique de tel ou tel sujet. On essaie de repréciser ça. Et après, de réfléchir à l'ouverture du bureau communautaire, ou si ce n'est du bureau communautaire, en tout cas de s'assurer que dans les décisions liées au transfert et mutualisation, il y a une collecte qui traite a posteriori, que l'ensemble des groupes soit préalablement consulté. Ça peut être la proposition que le conseil municipal emploie. Voilà, je le formule comme ça. Madame Lafitte. Oui, je mes excuses. Juste une remarque sur le texte de la délibération. Vous faites référence à l'article L5211-12.2 du Code général des collectivités. Je pense qu'il y a une erreur parce que si j'ai bien vérifié, cet article renvoie à aux indemnités de fonction et pas à la gouvernance de l'EPCI. Simple détail. Merci de cette question, on le checkera, on le regardera. Donc, avec les remarques qui viennent d'être émises, dois-je considérer que cette assemblée émet un avis favorable à ce pacte de gouvernance, avec les réserves et les remarques que nous avons? Parce que tout le monde est d'accord sur ce sujet. Pas d'avis pour... D'accord. Alors, une abstention? Oui. D'accord, donc avec une abstention de Madame. Donc je répète, nous émettons un avis favorable sous réserve des adaptations suivantes. Et on marque les 2 adaptations. Je fais confiance au niveau. Nous avons terminé. Monsieur Salarié. Je voudrais que Marie finisse sur son annonce et juste une question diverse avant qui est un peu. Je vais pas. Ça serait bien qu'on finisse sur ce que tu viens de dire, Marie, donc c'est pour ça que je pique la place et je m'en excuse par avance. J'ai une question assez importante. Le 9 avril vont être dévoilés les cartels. Dans ce cadre-là, il semble que la présentation se fasse sur la place Saint-Roch. Vous avez abandonné l'idée? Je vois pourquoi il y a Alors, sans rentrer dans les cartels, etc., parce qu'on essaie d'avoir un petit effet waouh quand même. Donc, en effet, la présentation des cartels est programmée sur la place du théâtre, comme elle a été faite, et une animation est en discussion place Saint-Roch. Alors, justement, attention, voilà. Point de vigilance. On ne peut pas émettre des réserves sur les manifestations syndicales le samedi matin à la place Saint-Roch et organiser des spectacles taurins ou festifs également. Je mets un point de vigilance parce qu'il y aura 2 obstacles. Il y aura le premier obstacle, c'est les chalands pour le marché, et le deuxième obstacle, c'est la sécurité. Si effectivement on fait des jeux avec les bêtes. Donc voilà, je voulais juste apporter ce point de vigilance. On est parfaitement en phase avec ça. Nous avons eu des bonnes volontés privées ou associatives qui sont plein de bonnes idées et fortes de propositions. Si ce n'est qu'en effet, le cahier des charges
le cahier des charges d'une telle manifestation reste quand même assez cadré. Assurance, risque, sécurité, remettre en l'état les choses, et puis la cohabitation avec le samedi matin, et voilà, paraît en effet complexe. Donc j'ai pour habitude de ne pas dire non comme ça, sans réfléchir, quand il y a des jeunes qui veulent s'investir sur l'animation de... Mais ça mérite voilà, un regard tout particulier. Voilà. Je vais laisser le mot de la fin à Madame Lafitte. Oui, allez-y. C'est quand même fou, j'étais de bonne humeur, il faut toujours que je me fâche. Parce que sur cette histoire, effectivement, je trouve quand même assez extraordinaire. Nous avons eu des réunions à la régie des fêtes, ça n'a absolument pas été débattu. Donc je veux dire qu'on apprend effectivement comme ça, par la bande. Le 9 avril? Oui. Les cartels de 9 avril? Non, non. Qu'il y aurait la possibilité d'une animation. Non, non, mais d'accord, enfin je veux dire que c'est aussi un lieu où nous sommes là pour débattre d'un certain nombre de sujets. Il semblerait que ce ne soit pas un sujet qui tombe du ciel, qui existe. Donc je trouve effectivement regrettable que nous n'ayons pas débattu dans une instance qui est aussi censée parler de cela, même si elle n'émet que des avis et si elle est chargée de donner le coup d'envoi de la cavalcade. Mais, et l'heure de la cavalcade. Mais en tout état de cause, j'aurais aimé qu'on puisse en discuter. Je vous vois faire au nom de la fête. Alors, peut-être qu'on n'était pas à la même réunion, mais moi, je n'en ai pas parlé. Hein. Ah. Oui. Alors, côté association, puisque c'est une peignache sur le Tout à fait. Alors, pourquoi, à mon avis, vous n'en avez pas parlé au niveau de la régie des fêtes? Parce que ce n'est pas organisé par la régie des fêtes, comme pour l'annonce des cartels. C'est une demande d'une peña, c'est une organisation, entre guillemets, d'une association. Donc c'est directement une association qui nous a demandé, je dirais comme les organisations syndicales qui veulent faire une animation à la sortie du marché. Effectivement, c'est le jour de l'annonce des cartels, mais c'est une association qui a demandé, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été évoqué. On peut effectivement supposer, supputer, etc. Mais en tout état de cause, même si ça émane d'une association, c'est quelque chose qui aurait pu donner lieu à un débat, parce que nous aurions pu décider à la régie des fêtes de soutenir, d'apporter des idées à un projet soumis par cette association. Vous savez, on n'a pas la science infuse, et donc moi je suis prêt à écouter des associations qui portent effectivement des idées, mais j'aurais aimé effectivement qu'on puisse avoir connaissance au moins de cette information. Alors, juste, je vous laisse terminer. Non, ne balancez pas trop sur moi parce que je ne pourrais pas vous répondre après. Je voudrais simplement dire deux choses. Un, on est tous d'accord ici pour dire que le marché de Mont-de-Marsan n'est pas le plus beau des Landes, le plus beau de France, mais le plus beau du monde. Donc je vous encourage, je salue la présence de Sud-Ouest ici, j'ai encore droit une pigne, je vous encourage à aller porter le marché du monde dans un concours qui est, je crois, porté par le partenaire au Sud-Ouest. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, bientôt le Festival Miras, vous êtes tous encouragés à pouvoir y assister. Je voudrais dire, parce que je ne prendrai pas la parole après vous, Madame Lafitte, sauf si vous annoncez un scoop que vous restez, mais de dire que même si je ne suis pas souvent d'accord avec vous sur bon nombre de points, c'est certainement des points où je suis d'accord avec vous. Je voudrais simplement vous dire, voilà, vous saluer votre ténacité, saluer votre engagement et saluer votre travail. Donc voilà, c'était simplement, et le faire au nom en tout cas de l'équipe qui m'entoure. Je vous laisse le mot de la fin. Tout un cérémonial pour simplement un départ. Hein. Donc je vous remercie. Effectivement, sans surprise, pas d'effet wow, pas d'annonce mirobolante. On arrive au bout de 2 ans de mandat et Mont-de-Marsan Citoyen avait pris comme engagement de ne pas faire reposer le pouvoir sur une seule personne, que le pouvoir devait être partagé et ne pas être détenu par une seule personne. On partage aussi les responsabilités et on estime qu'un mandat d'élu, c'est quand même quelque chose qui va être vécu par plusieurs personnes pour
apporter des messages de façon différente, apporter sa personnalité, etc. Et puis se faire sa propre expérience. Donc on arrive au bout de 2 ans de mandat. Je quitte le mandat d'élu municipal et donc de délégué communautaire. C'est Benoît Perrine qui prendra la suite et qui portera la voix de Mont-de-Marsan citoyen, avec les conséquences que ça a au niveau de l'agglomération, puisque du fait de la parité, Mont-de-Marsan a 28 représentants à l'agglo, 14 hommes et 14 femmes, ce qui fait que nous, en ayant un seul représentant, la parité repose sur nous et on perdrait la représentation des 950 personnes qui ont voté pour nous en mars 2020, à moins qu'un élu qui a envie que la démocratie perdure, démissionne pour qu'on puisse échanger et avoir Benoît et que la voix de Mont-de-Marsan citoyen soit portée au Conseil d'agglo. En tout cas, effectivement, M. Daillon, on n'a pas été d'accord sur beaucoup de choses. Je pense même que le désaccord profond, c'est la vision de notre société et de ce qu'elle pourrait être. Mont-de-Marsan citoyen continuera à avoir une voix, continuera à porter cette vision de la société qui est un peu différente et qu'on espère être plus démocratique et plus écologique et plus solidaire surtout. Et puis on retournera sur le terrain parce que, comme je vous le disais un peu plus tôt, on est convaincu que c'est par des actions très locales qu'on pourra recréer du lien et qu'on pourra engager les transitions qui malheureusement vont finir par s'imposer à nous. Donc avant qu'elles s'imposent, essayons de les anticiper et d'avoir l'adhésion du plus grand nombre. Je vous remercie pour ces 2 ans. J'en profite pour remercier les membres de Mont-de-Marsan citoyen qui sont restés mobilisés et qui vous avez salué mon travail, mais c'est pas que le mien en fait, c'est celui de tout un groupe. Et quand je prends la parole ici, je ne prends pas la parole au nom de Marie Lafitte, mais au nom du collectif qui compose Mont-de-Marsan citoyen et au nom des électeurs qui ont porté notre petit bulletin dans Lyon. Et vous remercier à vous, chers collègues, pour les débats qu'on a pu avoir. Pas toujours très apaisé, c'est vrai, mais j'espère qu'on aura quand même et qu'on continuera de semer quelques petites graines pour que nous aussi, à l'intérieur de cette assemblée, on entame des transitions. Je vous remercie. Merci, bonne soirée.